Bien, bonsoir à toutes et à tous pour ce nouveau rendez-vous critique ici à la plateforme de la création architecturale dans la Cité de l'Architecture. Ce soir, évidemment, un programme toujours chargé, dense, et tellement dense qu'on va beaucoup être amené à discuter de la question de la transformation de la ville, de la transformation des bâtiments. Vous savez que c'est l'essentiel du travail des architectes aujourd'hui est sur la transformation. Je dis bien transformation plus que réhabilitation, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus actif. On va en parler. Mais avant ça, on va commencer avec le cinéma, avec The Brutalist, donc ce film ce film que vous avez peut-être vu, si vous ne l'avez pas vu, il dure 3h35 avec entr'acte et qui raconte l'histoire d'un architecte, Laszlo Toth, interprété par Adrian Brody, architecte hongrois d'origine juive et survivant de l'Holocauste, qui émigre aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Et là commence une histoire incroyable que je ne vais pas vous raconter, mais dont on va discuter. L'interprétation de ce rôle Adrian Brody lui a valu l'Oscar. Après le pianiste, ça est l'architecte, c'est intéressant. Et c'est donc la figure de l'architecte, une fois de plus, qui est convoquée. La dernière fois, nous en avions parlé ici avec Megalopolis de Coppola, vous vous souvenez, où là, qui présentait une vision utopiste d'un architecte qui inventait un matériau. Et puis, on se souvient évidemment du film mythique de Fountainhead avec Gary Cooper. C'était en 1949. Aucun d'entre nous n'était né, mais néanmoins, c'est ce qui reste dans la mémoire de tout le monde, cette figure de l'architecte inspirée de Frank Lloyd Wright. Alors, la question est de savoir si ce film-là est inspiré par un architecte. On sait que le réalisateur s'était approché de Jean-Louis Cohen pour essayer de savoir s'il y avait un architecte justement, et donc tout le monde a pensé que c'était Breuer et autres, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, parlons de ce film de Brutalist. Isabelle. C'est un film, je pense, qui a été apprécié différemment par les critiques de cinéma, des critiques d'architecture. La première chose que je voudrais quand même faire une remarque, je sais qu'il faut parler vite, mais quand même une remarque liminaire pour dire qu'aujourd'hui, le Brutalist est vraiment le signe de ça, c'est que l'architecture revient vraiment au centre des débats. On a eu effectivement Metropolis de Coppola, qui était un film... Megalopolis. Pardon, Megalopolis. Le lapsus est intéressant. Absolument. Metropolis, c'était vraiment un film d'architecture d'une certaine façon et de politique. Voilà. Et donc, Megalopolis, film sur un architecte, personnage principal, voilà, Démiurge, etc. Là, finalement, c'est un film qui n'est pas sans rapport, même si je le trouve plus intéressant et plus réussi. Mais c'est aussi, l'architecture revient au cœur de la politique avec les régimes autoritaires qui tout d'un coup s'intéressent tous à l'architecture, ont tous quelque chose à en dire. On va peut-être y revenir à la fin d'ailleurs. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc je ne vais pas m'éterniser, mais je trouve quand même que c'est un moment qui est super intéressant de ce point de vue-là. Après, voilà, les architectes globalement ont assez mal reçu ce film parce que voilà, il y a des questions de vraisemblance historique qui ont été débattues, etc. Notamment sur l'épilogue, donc on ne va pas révéler. Notamment sur l'épilogue, mais sur aussi, effectivement, si c'est Breuer, alors voilà. Bon, moi, ce n'est pas des questions qui m'intéressent beaucoup, parce que c'est pas un biopic, c'est pas officiellement l'histoire de Marcel Breuer. On s'inspire effectivement, on fait peut-être une espèce de mash-up d'un certain nombre d'architectes qui ont existé, de figures fantasmées. Je pense pas du tout que ce soit le propos de Bradley Corbett de faire quelque chose qui soit absolument fidèle à l'histoire et à l'histoire de l'architecture. Un peu comme Coppola, en fait, il s'empare de la figure d'un architecte pour raconter une histoire qui est une histoire de création artistique, de rapport entre le créateur et la commande, mais aussi où il va mettre le fascisme, la Shoah. Et c'est peut-être ça qui pose le plus problème dans le film, c'est que le caractère métaphorique, enfin, en gros, moi, la première partie, je la trouve très, très, très réussie, très inspirée et assez fluide, enlevée. C'est l'arrivée, voilà, de cet immigrant dont on sait
qu'il est sorti des camps, mais en fait on n'en saura pas plus, et comment il reprend va commencer pied, par des petits boulots. Voilà, il commence par des petits boulots, par faire du mobilier, des chaises, etc. pour son cousin, ou je ne sais plus trop quel est leur rapport. Et puis après, il va y avoir cette commande et ce rapport avec un commanditaire extrêmement riche, et puis évidemment qui abuse de son pouvoir, et ça va être leur relation. Et cette deuxième partie-là devient assez roborative. Après, moi, ce que je trouve chouette sur le plan un peu cinéma et architecture, c'est que quand même, le cinéaste s'intéresse vraiment à l'architecture. C'est-à-dire qu'il y a des plans qui sont absolument époustouflants, les plans dans les carrières où il va aller chercher à Carrare du marbre, le plan dans la bibliothèque, où on comprend quand même ce que c'est l'architecture, la puissance que ça peut avoir, l'expressivité. Voilà, enfin, il y a quelque chose, il essaye de montrer quelque chose de ce que c'est l'architecture, et donc son fantasme de l'architecte se traduit quand même dans la forme. Après, voilà, moi voilà, disons que l'échec du film pour moi est dans le fait que la fin, dont on ne va pas révéler le contenu, disons que c'est comme une révélation. On comprend ce qu'il a voulu faire avec son architecture parce que tout d'un coup il le dit lui-même ou quelqu'un le dit pour lui. Et là, je trouve que ça signe un peu l'échec du film, puisque c'est une révélation, mais en fait, il n'a rien fait pour nous le faire comprendre pendant les 3h30 qu'on a passées. Philippe. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, quoi. Il y a plusieurs niveaux d'analyse d'une œuvre. Il y a un niveau esthétique, on peut aimer, ne pas aimer le film. Il y a un niveau historique. Là, le film, il est extrêmement contestable. Et il y a un niveau éthique qui, moi, m'a profondément déplu. C'est-à-dire qu'au fond, je vais aller directement à la conclusion, parce qu'en fait, je commence à avoir ras-le-bol des films qui se servent de la Shoah pour, à mon sens, installer c'est presque des installations artistiques, c'est-à-dire quand j'avais vraiment détesté la zone d'intérêt, que j'avais trouvé d'ailleurs sans intérêt, mais j'avais trouvé tout à fait insupportable cette mise en scène. Et là, je trouve que ça recommence. C'est-à-dire qu'on dirait, alors on dirait que comme on ne sait pas comment expliquer quoi que ce soit, on a trouvé ce gimmick qui, personnellement, me sort par les yeux. Hein, vraiment. Bon, ça, c'est une première chose. Je trouve par ailleurs, sur la question historique, c'est ce qu'on a dit, c'est que là, le brutalisme, il me semble qu'il est raté totalement. C'est-à-dire, à la limite, je dirais que c'est peut-être du Tadao Ando qu'on voit se construire, au mieux. Mais donc ça, c'est l'autre chose. Et alors, peut-être que c'est une réflexion d'architecte qui n'a pas apprécié. Mais ce qui me semble plus ennuyeux, en vérité, c'est qu'il me semble qu'il a tellement voulu charger le personnage qu'en fait, au fond, l'histoire du film, c'est quoi? C'est celle de la difficulté d'un exilé à réussir à s'intégrer aux États-Unis, qui semble être un pays extraordinairement dur pour les migrants, etc., ce qui est là une vérité, d'ailleurs. Mais c'est tellement d'un lourdingue qu'il faut qu'il y ait il y a l'addiction à la drogue. Ensuite, il y a cette scène de sodomie qui est particulièrement ridicule, si ce n'est que ça veut dire quoi? Que l'architecte se fait toujours, pour le dire franchement, enculé par son maître d'ouvrage. C'est grotesque en même temps, quoi. Je trouve que le film est d'une lourdeur incroyable. Quand on veut nous montrer qu'il a ouvert dans un toit, il fait 2 ouvertures pour qu'au sol se dessine une croix, on nous montre bien le ray de lumière. Je trouve que c'est un film d'une lourdeur incroyable, et ça pose effectivement la question de savoir dans quelle mesure on peut arriver au cinéma à rendre compte d'un travail d'artiste, ce qui est très difficile quand on doit faire un travail, par exemple, sur un couturier, parce qu'il faut inventer sa couture, et or ils font ça déjà très bien, et ils poussent les choses à l'extrême. Pareil pour les architectes, et là, il me semble que, franchement, d'ailleurs, je trouve que le film, il a bénéficié vraiment d'un enthousiasme primaire et d'une désaffection suivante. Et je pense que c'est mérité, parce que je ne crois pas que ce soit un grand film. Alors, ce qu'il faut raconter pour ceux qui l'ont pas vu quand même, c'est que donc le migrant, quand il arrive aux États-Unis, avec les difficultés qu'il va rencontrer, ensuite il va
rencontrer un maître d'ouvrage qui va lui proposer de construire une sorte de mausolée à la mémoire de sa mère. Voilà. Et donc là, on ne sait pas si c'est vraiment une église, une bibliothèque, c'est d'ailleurs un peu tout. Et quand tu parles de Tadawando, c'est vrai qu'on voit bien que la référence pour le réalisateur a été beaucoup moins Breuer que le Church of Light, comment dire, de Tadawando, parce que précisément, il y a juste une croix dans la peau de béton. Donc c'est incroyable, tous ces mélanges. Mais c'est vrai que l'architecture est quand même au centre tout le temps. Isabelle. Moi, pour moi, Oui, ça oui. parle très peu d'architecture. Et moi, j'ai pas, comme Philippe, j'étais assez gênée par ce suspense où, en fait, pendant tout le film, on pense que ce qu'il cherche à travers son architecture, c'est reconquérir un statut qu'il avait à Budapest et qu'il n'a plus en arrivant aux États-Unis. Pour lui, c'est pas le rêve américain, c'est le cauchemar américain. Il est à peine arrivé que on lui dit qu'il est laid. Enfin. Voilà, il est très mal accueilli, même dans sa famille. Enfin, voilà. Et donc, finalement, c'est pas du tout la reconquête de son statut, mais c'est réussir à trouver une forme qui puisse perpétuer la mémoire de l'Holocauste. Et ça, donc, c'est la chute du film. Donc, c'est même pas lui qui le déclare, c'est sa nièce qui explique cela lors de l'exposition à Venise. Et sinon, comme pour le film de Coppola, je trouve qu'il y a vraiment une impossibilité à représenter le travail de l'architecte au cinéma. Je trouve ça catastrophique, c'est pas cohérent, donc je peux comprendre vraiment que ça a pu agacer les architectes quand on voit le... En même temps, il conçoit l'espace, la bibliothèque, il travaille sur la maquette, travaille sur la lumière. En fait, pourquoi tu dis que ça ne représente pas le travail de l'architecte ? La maquette, elle... Non, mais on ne parle pas du projet, on parle du métier de l'architecte. En fait, il y est quand même, il est incarné. Oui, mais c'est tout le temps avec... comment dire ? Mal, mais... Oui, c'est mal, très mal incarné. Oui. Et puis alors après, il y a tellement d'incohérences. Et bon, apparemment, c'est quand même un film à petit budget. Ça colle tellement pas quelquefois quand donc le mécène, ils ont des échanges qui sont d'une banalité ahurissante. Et après, mais j'aime beaucoup nos discussions, c'est très stimulant intellectuellement. Donc là, je crois que du point de vue du scénario... Il le répète plusieurs fois. Oui, voilà, c'est 2 fois dans le film. Donc voilà, les scénaristes auraient pu faire un petit effort. Et puis le travail des costumes aussi, donc le mécène, mais on n'y croit pas. Enfin, à un moment donné, il y a une scène où il y a un espèce de déjeuner sur l'herbe. Là, ça fait penser au déjeuner sur l'herbe de Manet. Et on voit le pantalon, les chaussures, les chaussettes du mécène. C'est des chaussures pourries, quoi. Ils n'ont même pas été capables de lui donner une belle paire de Weston. Et donc, du coup, ça colle pas. Ça colle vraiment pas. Weston, c'est français, c'est pour ça. Oui, bon. Voilà. Justement. Donc, voilà. Donc, je trouve en plus très glauque, quoi. Les scènes de sexe qui montrent l'aliénation. Les scènes de drogue, mais insupportables. J'ai pas du tout adhéré à ce film. Richard. Moi, je crois que j'ai pas vu le même film, peut-être. Ça arrive, oui. Je me suis trompé de salle. Tu étais dans un multiplex. Oui, en plus, c'est vrai que j'ai bu, parce que j'ai bu du Sancerre, parce que je suis retourné chez Piano et t'es allé. Voilà, peut-être j'ai pas vu le même film, c'est peut-être pas ça. Voilà. Moi, ce que j'ai vu, voilà, c'est une histoire. Enfin, j'ai été embarqué dedans, j'ai regardé sans comprendre. Les rapports à l'architecture, tout ça, j'ai pas trop bien compris, sauf une chose, je trouve vraiment absolument géniale. C'est justement ce dont vous avez parlé, c'est sur la bibliothèque. Parce que tu vois, le mec qui a ses livres, qui est chez lui, il a une grande salle très lumineuse, il met des rideaux parce qu'il a des livres très rares, et il ne sait pas comment faire, quoi. Il vit comme un ermite dans un espace qui pourrait être absolument génial, et l'architecte, il arrive, et ça je trouve que c'est très très juste, et c'est très beau de voir ça au cinéma, hein, c'est-à-dire que l'architecture, c'est pas trafiquer des maquettes,
c'est d'avoir tout d'un coup un concept, tu vois. Mais c'est une pensée, tu vois. Et là, le mec, il arrive et il lui dit, écoute, c'est très simple, tu vas ouvrir tes rideaux, tu vas jeter ta coupole à la poubelle et tu vas mettre tes bouquins dans des bibliothèques avec des portes. Et les portes, elles s'ouvrent contre le sens de la lumière. C'est comme des boucliers, quoi. Voilà, donc là, je comprends qu'après, il y a eu cette séduction totale, quoi. Et après, ce film, c'est vrai que ça m'a beaucoup intéressé parce que, pour moi, c'est vraiment le... Bon, je ne parle pas de la sonomie, c'est pas ça. C'est vrai, il y a des outrances. Moi, j'ai pas fait gaffe aux outrances, je suis rentré là-dedans comme ça. Et j'ai vu le rapport, tu vois, entre maître d'ouvrage et maître d'œuvre. Et surtout, ce contrat, tu vois. C'est un truc fou, parce que comment un type, il peut dire à un autre, bon, viens chez moi, et puis, ben voilà, tu prends ma place, là, tu vas organiser mon territoire. Parce que là, si tu veux, bon, d'abord, il organise sa maison, après, il organise le monument à sa mère. Mais tu vois, c'est quelque part, c'est fou comme truc. Si tu veux. Hein, et tout ça, c'est un peu comme la question aussi de l'hospitalité. On en parle beaucoup, il faut accueillir les gens, tout ça, mais l'hospitalité, c'est pas ça. C'est que tu fais rentrer quelqu'un chez toi, et tu es l'hôte, et lui aussi, il est l'hôte. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Et c'est évident que, comme dirait René Girard, à la fin, donc, il y a des tensions. Il y a des tensions parce que, voilà, les gens se rapprochent énormément l'un de l'autre, et ça peut finir très mal. Voilà. En tout cas, j'ai pas envie de parler de ça, mais c'est vrai que moi, les rapports que j'ai eus avec mes maîtres d'ouvrage, bon, je me suis pas fait sodomiser, c'est pas ça, mais c'était un peu toujours du même ordre, quoi, tu vois. C'est-à-dire que, moi, par exemple, j'avais un type, un client, il m'avait... bon, ça passait assez bien avec lui, je pensais que ça marchait très bien. Mais ce mec-là, il allait voir un autre architecte, et l'autre architecte lui disait ah ben non, ça va pas, il ne faut pas qu'il fasse ça. Et pire que tout, bon, je ne saurais pas qu'ils se reconnaissent, mais il avait un fils qui était informaticien, et donc il avait demandé à son fils de me surveiller, quoi. Et après, je me suis aperçu à la fin que son fils qui me surveillait, il était plus payé que moi, tu vois. Voilà. Et après, ces histoires-là, tu vois, de dire, bon, j'ai pas... Non, mais après, bien sûr, c'est comme ça. Et après l'histoire pour les honoraires, c'est vrai qu'à la fin, je lui dis, écoutez, je reste, mais putain, vous pouvez garder vos honoraires si vous voulez, je m'en branle, mais je reste. Ça, c'est le film qu'on aimerait voir. C'est excellent. Écoute, franchement, je suis pas le seul. Hein. Et je me rappelle aussi, sur un autre chantier, il y a un mec qui m'avait dit, bon, ça, monsieur, on ne peut pas le faire, on n'a pas le budget. J'ai sorti mon chéquier, j'ai fait le chèque, et j'ai dit, voilà, t'as le budget. C'est comme ça qu'on fait, c'est sûr. Voilà. Bon, on va préparer le biopic sur Richard Scofield, je pense, hein, je pense. Voilà, en tout cas, après la figure héroïque et la figure utopiste, là, peut-être, c'était la figure de la résilience que le réalisateur a voulu. Peut-être que c'est ça. Hein, ouais, je te rappelle la formule, la résilience, c'est quand il n'y a plus que ça. Hein. Oui. Rien d'autre. Voilà. Bien, nous allons enchaîner avec le Pritzker de cette année, puisqu'à chaque fois, au début mars, c'est l'événement, l'attribution du Pritzker. Alors, c'est toujours le jeu. Alors, qui devrait l'avoir? Qui l'a pas eu? Qui ça va être? Il y a sur les sites, il y a même des votes où on imagine qui pourrait être le Pritzker. Vous avez tous suivi ça. Là, il se trouve que c'est Liu Jiakun, donc un architecte né à Chengdu. C'est le deuxième architecte chinois à recevoir ce prix après le célèbre Wang Shu, hein, ça avait marqué l'événement de cet architecte qui justement travaillait sur les villages et autres et comment travailler sur le patrimoine d'une manière contemporaine. Ça, c'est Wang Shu avec sa femme Li Wenyu, qu'il ne faut jamais oublier hein, dans l'histoire. Et Liu Jiakun, lui, à Chengdu, et bien un jour, il vit en 2008 quelque chose de terrible, c'est le séisme de Sichuan. Et là, ça va lui faire prendre conscience qu'il y a une masse de matière dont il faut faire absolument quelque chose. Et il se met dans l'idée de justement
justement réutiliser les briques. Il va même monter des processus, des usines et autres, et il va faire de l'architecture avec la brique justement des ruines. Donc là, il y a une symbolique très forte et très intéressante. Et ensuite, on l'a vu avec le West Village à Chengdu. C'est un projet mixte combinant bureau, espace culturel, récréatif. Très intéressant, ça peut être une icône de la mixité dans la ville dense. Hein. Il y a même le sport sur les toits, le sport au centre, les restos, tout. Enfin, c'est vraiment un travail. D'ailleurs, il avait été présenté à la Biennale de Venise, justement comme une sorte de concept. Donc, Liu Jiakun, on le connaissait. Et ici, à la Cité de l'Architecture, c'est Frédéric Edelman qui nous l'avait fait connaître dans l'exposition Position qui accompagnait la grande exposition sur la ville chinoise. Donc, on rend hommage à Frédéric qui avait détecté le talent de ce Liu Jiakun. Alors, Richard, Liu Jiakun, toi qui parles chinois. Oui, écoutez... Le micro, s'il te plaît. Oui, bravo Frédéric Edelman, c'était quelqu'un de très cultivé, qui connaissait tout le monde entier. Moi, je suis désolé, mais non, je ne connais pas tout le monde entier. Et je connaissais pas du tout cet architecte. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Tu ne peux pas faire rentrer le monde entier dans ta tête, c'est pas possible. Peut-être que je suis un petit architecte occidental, masculiniste, on m'a accusé de ça il y a un mois, mais voilà, j'assume, voilà. Et je connais pas ce mec-là. Et par contre, c'est vrai, bon, j'ai regardé ce qu'il a fait sur Internet avant de venir, et c'est vrai, j'ai été totalement sidéré, parce que, bon, c'est vrai, comme tu l'as rappelé, il travaille avec des tas de matériaux, la brique, le béton, des matériaux de récupération. Mais en même temps, voilà, ce sont des objets, c'est toujours des objets qui objectent, voilà. Des objets qui ont une certaine étrangeté, tu vois. Alors, ces passerelles, là, pourquoi elles montent, pourquoi elles descendent, tu vois. Pour faire du sport. Oui, d'accord. Enfin, le vélo, la course, tout. D'accord. Voilà, et pour relier les niveaux. Oui, bien sûr. Ça relie les niveaux, mais si tu veux, c'est vrai qu'il y a une certaine étrangeté, tu vois ça, c'est tout. Tu vois, il y a une certaine résistance. Même si ça répond à une fonction, tu vois, le bâtiment, avant tout, donc, il se referme sur lui-même. Et c'est vrai que moi, je n'arrive pas à comprendre. Il y aura peut-être des coureurs, il y aura des cyclistes. Je pense que ce serait exactement la même chose, tu vois. Voilà, c'est ce que je ne peux pas dire plus, hein, parce que je suis un tout petit critique, complètement dépassé. Sophie. Alors, je dois reconnaître que moi non plus, je ne connaissais pas du tout Liu Jiakun, mais il me semble que tu avais organisé une conférence de cet architecte. Donc voilà, on a fait venir à la Cité, en effet, il avait fait, oui. justement, il avait... Donc je connaissais pas, donc c'est une découverte de son œuvre que je trouve vraiment passionnante, extrêmement intéressante, magnifique. Et ça confirme une fois de plus un changement de cap pour le prix Pritzker. Donc maintenant, chaque œuvre chaque prix est attribué à des pratiques qui sont vertueuses du point de vue social et du point de vue environnemental. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant, par exemple, dans ce genre de projet, c'est que finalement, c'est quelqu'un qui vient complètement contredire tous les discours théoriques sur la ville générique, les discours de Collas sur la ville générique ou sur la bigness. Et là, il arrive quand même, dans des environnements comme ça, à faire jaillir de la poésie. C'est quand même un contexte pour ce projet-là qui n'est pas très inspirant. Et ensuite, il y a vraiment des petites merveilles. Il a son musée perché, le musée des grottes troglodytes, qui est incroyable et qui est intéressant parce qu'il vient retravailler sur des formes traditionnelles avec des matériaux qui ne le sont pas du tout, avec des matériaux contemporains. Voilà, donc je trouve que c'est très réjouissant. Et puis bon, le Pritzker, c'est toujours une période de l'année où l'architecture est enfin présente dans la presse. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et alors, donc c'est le second architecte chinois à recevoir le prix. On peut imaginer que c'est le début d'une longue liste, parce que ce que je ne savais pas, c'est que la pratique à titre individuel en Chine n'est autorisée que depuis 1990. Lui a fondé son agence en 99.
Et on peut imaginer que voilà qu'il y a encore d'autres architectes qui sont très talentueux là-bas. Et d'ailleurs, c'est vrai que quand on reçoit sur les sites comme Deezen, etc., Archilovers, quelquefois il y a des projets qui tombent du ciel complètement incroyables, et ce sont des architectes chinois. Non, je suis bien d'accord avec toi, c'est qu'on avait révélé avec Frédéric Edelman ici à la Cité justement la fraîcheur de la scène chinoise. C'est-à-dire qu'elle émergeait, même si beaucoup avaient été formés aux États-Unis ou même chez Zaha Hadid, il y avait là quelque chose de très puissant, on le sentait venir. Philippe? Oui, moi je suis un peu... moi, j'ai pas non plus grand-chose à en dire, parce que si je pars du principe que j'essaye quand même de parler des bâtiments que j'ai visités, là, c'est pas le cas. Donc, j'en ai vu aucun. Donc, c'est très. J'ai lu qu'il avait été d'abord écrivain, poète, qu'il avait commencé sa carrière tardivement. C'est vrai que beaucoup de ces bâtiments portent des noms très poétiques, le musée des cloches, le musée des choses comme ça. Bon, c'est très intriguant. J'avais rencontré l'autre Pritzker. J'avais vu certains de ces bâtiments. Je sais qu'il réutilisait les briques des bâtiments qu'on détruisait, donc il y avait vraiment une position en plus. Ça n'a pas l'air d'être la sienne, si j'ai bien compris. Il n'est pas du tout inscrit dans la même logique. Non, je crois pas. Il les fabrique. Il les fabrique. Oui, mais je veux dire, il ne récupère pas. Il n'y a pas cette position comme ça. Moi, je sais que, ce que je connais, c'est que je suis allé à Duzhangyang en 2009 après le tremblement de terre. Donc c'est la ville qui est à côté de Chengdu. Et ce que j'avais vu à l'époque, c'était que les migrants qui étaient les gens de l'intérieur qui venaient déblayer les gravats étaient logés, enfin squattaient des immeubles qui étaient branlants, et quand on allait les voir, on se disait s'il y a une réplique, on est tous morts. Et ce qui est toujours intriguant en Chine, c'est ça, c'est-à-dire que on découvre comme ça des espèces de pépites sur un terreau. Il y a en ce moment, il y a le film qui sort sur les gens qui travaillent dans les sweatshops. Et il faut aller voir ça, c'est magnifique. Donc, ce qui m'intrigue, moi, c'est ça, c'est cette double Chine. Mais je ne peux pas parler de cet architecte, parce que je n'ai pas vu ces bâtiments. Isabelle? Moi, je l'ai interviewé et j'ai quand même lu pas mal de choses sur lui, donc j'ai pas plus vu les bâtiments que vous. Mais déjà, c'est un personnage qui est extrêmement... c'est effectivement un poète, c'est un peu un philosophe. Enfin, il revendique d'ailleurs effectivement de ne pas avoir la même approche que Wang Shu, mais quand même de partager, en fait, d'avoir une sorte de logiciel commun qui est de chercher les moyens de rester fidèle à la philosophie, à la culture chinoise, alors même que finalement leur formation intellectuelle, elle s'est faite en étudiant les avant-gardes occidentales. Et ça, et donc comment on va réussir à articuler ça, le tout en étant tous les deux un peu philosophe, un peu poète, un peu artiste. Ça, c'est une chose intéressante. L'autre chose, c'est que je pense que ce qu'il cherche avant tout, alors il y a la question de l'usage qui est très très forte chez lui, mais c'est vraiment, au-delà de ça, c'est vraiment une question de vie, quoi. C'est vraiment la vie. Enfin, c'est un architecte quand même. Il a chez lui, dans son agence, il y a des chats. Il y a 3 chats. Ils ont recueilli 3 chats parce qu'ils aiment les chats, qui arrivent et qui éventuellement défoncent les maquettes. Mais c'est plus important, les chats, parce qu'on aime les chats. Ça, c'est quelque chose. Je pense que c'est. Et de la même manière que j'avais regardé la retransmission en vidéo de la conférence qu'il avait donnée ici. Et la conférence qu'il avait donnée ici, donc c'était en, je ne sais plus quelle année, en 2008, peut-être d'ailleurs. L'année du séisme, et il avait commencé par parler de sa ville, par parler de Chengdu, et pour dire que pour se présenter, quoi. Il avait dit à Chengdu, il y a des pandas, on mange de la fondue chinoise hyper pimentée, et il y a un art de vivre certain qui témoigne d'un rythme qui est un peu plus apaisé que dans la plupart des grandes villes chinoises, où on peut prendre le temps de se poser sur un banc, de parler avec ses voisins, etc. Et là, ce projet-là, il y a quelque chose de très intéressant, dans le sens où c'était quand même, on est vraiment dans une ville qui a été conçue, c'est vraiment le zoning pur, donc zone purement résidentielle, et l'idée c'était de ramener par cette mixité, mais de ramener vraiment de la vie, des commerces, des restaurants, des espaces verts. Il y a un terrain de foot à l'intérieur, et il a été extrêmement investi dans la définition du programme, par exemple. Donc c'est pas que, enfin, il y a un truc très très pragmatique dans son approche.
l'usage, la vie, les programmes, le programme, la poésie. Donc voilà, je voulais un petit peu dire ça. Et puis quand même peut-être parler juste de ce projet-là qui est particulièrement touchant, qui est le mausolée qu'il a fait. Alors là, c'est vraiment sur ses propres deniers, en plus pour les victimes du séisme. Et en fait, le parti qu'il a pris, c'est de pas faire un monument comme un monument aux morts pour les victimes. Il trouve dans les débris un cartable, quelque chose, et puis c'est celui d'une petite fille qui ne connaît pas. C'est ça. Et là, donc, il va offrir à cette famille il a proposé justement un bâtiment. Un mausolée à la mémoire de leur fille, qui était une collégienne de 14 ans. C'est très, très beau. Une toute petite cabane rose avec ses objets à elle, etc. Et c'est quand même quelque chose de très beau. Voilà. En tout cas, un personnage à connaître, ça paraît évident. On le croisera sûrement à la Biennale de Venise et on leur fera revenir à la Cité de l'Architecture, c'est sûr. Alors, allons maintenant à Rennes. Alors, on va vous parler du musée Maurepas. Imaginez qu'à la sortie du métro, il y a une cité, et au pied de cette cité, au pied d'une grande barre qu'on appelle la banane parce qu'elle est en courbe, eh bien, il y a un petit musée, en fait, qui est l'antenne du musée des Beaux-Arts. Oui, ça commence bien l'histoire. Donc là, on se dit que dans une cité en rue, renouvellement urbain et autres, et on va parler de ça parce qu'il y a un engagement de la ville très très intéressant qui est celui de ne pas démolir l'existant, mais de le transformer. Eh bien, cette pièce, j'allais dire artistique et architecturale, vient là, comme un petit bijou au pied de tout ça, et crée, justement, vient dynamiser l'ensemble. Donc là, il faut rendre hommage à la politique de la ville de Rennes, justement, qui veille à transformer le patrimoine plutôt que le patrimoine des années 60, dont on connaît aussi les difficultés de réutilisation, mais néanmoins réalise ça à une échelle assez grande. C'est ça qui est intéressant. Alors ce projet, il est tout petit, il a été réalisé, puisqu'il fait 400 mètres carrés, à vrai dire, donc on ne peut pas dire que ce soit énorme. Il est fait par des jeunes architectes Titan, qui étaient des albums de la jeune architecture et autres, qui avaient déjà été identifiés, et voilà leur travail. On va en parler. Sophie. Alors, moi, je parlerai vraiment plus justement de la place du lieu dans la ville et du projet de transformation. Donc, ce qu'il faut préciser, c'est que pour les opérations en rue, les financements sont assujettis à la question de la démolition. Donc, il y a comment dire, les investisseurs, les investisseurs, les bailleurs, qui donnent plus, enfin non, l'ANRU donne plus d'argent à partir du moment où il y a des démolitions. Or, ici, l'adjoint au maire, qui est quelqu'un de très éclairé, enfin la mairie, ils ont bataillé ferme pour que tous ces bâtiments, ces tours, ces bars soient réhabilités. Et il y a eu un travail de concertation, enfin, comme toutes les opérations en rue maintenant, qui a été mené avec les habitants, et tout le travail qui a été fait autour du musée des Beaux-Arts. Donc il y aura une exposition sur 2 à l'année qui sera réalisée avec les habitants. C'est quelque chose de très intéressant qui n'est pas du tout... comment dire, on n'achète pas la tranquillité des gens du quartier. Donc, je trouve que c'est une opération qui doit vraiment être mise en avant. Donc là, il y a par exemple, moi, ce que j'avais vu, c'était les 2 tours, parce qu'il y a la banane, mais après, il y a 10 grandes tours. Oui. Et elles ont été réhabilitées par Robin Guillès et BMC2. Extrêmement bien réhabilité, avec un programme hyper intéressant pour la population, avec des maisons des habitants sur le toit et des grandes terrasses. Donc cette opération-là, elle a vraiment tout intérêt à être médiatisée pour montrer que dans le cadre des autres opérations en rue,
il y a moyen de faire autrement, que de toute façon c'est un non-sens aujourd'hui de démolir, et de plus ça coûte moins cher de réhabiliter plutôt que démolir. Donc je trouve que là le travail de la ville est vraiment remarquable, et puis surtout ils ont su s'entourer des bons architectes. Il n'y a pas qu'un travail d'isolation thermique et un travail de façadisme, avec l'intelligence aussi de faire une transformation urbaine et d'y amener le métro. Ça c'est primordial. C'est fondamental, ça, Voilà. ça désenclave ce quartier. Exactement. Alors Isabelle, comment tu as senti ça quand on est Bah, tous écoute, sortis tu l'as extrêmement bien décrit, je trouve. Non, mais il y a pas grand-chose. Enfin, c'est vrai que la première chose, c'est vraiment l'effet de surprise quand on sort du métro et le contraste. C'est-à-dire que c'est un contraste, mais c'est pas du tout un contraste violent, c'est un contraste malicieux et raffiné entre ce petit objet, les carreaux de verre, les lettres blanches, écrit Musée des Beaux-Arts, et cette barre d'immeuble. Et donc, tout de suite, il se passe quelque chose, quoi. Voilà. Et bon, alors après, voilà, les architectes, ils ont travaillé. C'est un petit projet modeste, mais qui témoigne d'une grande intelligence et d'une grande générosité aussi, parce que voilà, ils ont décidé ils ont récupéré tout ce qu'ils pouvaient, quoi. C'était une toute petite surface, ils ont récupéré un patio qui servait pas à leur projet pour agrandir l'espace intérieur, ils ont réussi à faire entrer la lumière partout, c'était possible. Avant, c'était à moitié une cave et des locaux, je crois, je sais plus, des vestiaires sportifs ou quelque chose comme ça. Et et après, en fait, l'architecture, ce qui est très beau, c'est effectivement les responsables politiques de tout ce projet urbain, ils sont extrêmement inspirants et émouvants, ce qui est quand même quelque chose qui se perd aujourd'hui chez les politiques. Enfin, c'est assez frappant de les entendre parler, et c'est des gens qui ont la foi dans les vertus émancipatrices de la culture. Quelque chose qui est complètement terminé. Il faut citer son nom, depuis... Isabelle, citer son nom, parce que c'est pardon, le fils d'Edmond Hervé, voilà, et qui... Marc Hervé, oui, mais c'est bien le fils d'Edmond Hervé. Voilà. Non, et puis, c'est l'adjoint à la maire qui, il y a une continuité être... sur la question de la ville, très intéressante. Voilà. Non, mais c'est remarquable. Et franchement, c'est le discours de l'éducation populaire qui était porté par le Parti communiste dans les années 80, quoi, mais qui a complètement disparu. Le PS aujourd'hui, ça fait 20 ans que la culture n'est plus envisagée, elle n'est plus défendue, et encore quand elle est défendue, puisqu'elle est plutôt attaquée aujourd'hui, mais quand elle est défendue, c'est parce qu'elle est créatrice d'emplois, d'activités économiques, etc. Ce discours-là, il est terminé. Et donc, non seulement ils ont cette croyance, mais par ailleurs, ils ont la conscience très, très, très aiguë de la difficulté qu'il y a, que c'est pas non plus, il suffit pas de mettre de la culture pour éduquer les gens et fabriquer un ascenseur social, que c'est quelque chose d'extrêmement délicat, que par exemple, il suffit pas que ce soit gratuit, qu'il faut faire un travail de médiation extrêmement délicat, appliqué, ténu sur le long terme, voilà. Et l'architecture, en fait, elle est ici au service de ce projet, qui est un projet d'émancipation sociale par la culture. Et donc, ce nouvel équipement qui est relié par le métro à l'antenne, au musée des Beaux-Arts historique, et ben, l'architecture, elle vise en fait à la fois à anoblir le quartier, et en même temps, l'enjeu, c'était pas seulement parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais il y avait quand même un enjeu il faut pas non plus faire quelque chose qui brille trop, il faut qu'on reste dans l'identité, donc à la fois dans un volume finalement qui existait déjà, avec les matériaux qui étaient là, et on va rester sur quelque chose de très brut, de très simple, connecté à la crèche, connecté à je ne sais plus quel autre équipement, donc on va passer par là, tout est fait pour que les habitants finalement rentrent dans ce lieu, que ça devienne familier, un lieu qui leur était déjà familier, et des petites touches un petit peu pop, un petit escalier bien fait, il y a un petit peu de bruteur, je trouve, là-dedans, dans l'escalier en spirale, la cage d'ascenseur, les casiers, là, bon, enfin voilà, mais c'est bon, en même temps, c'est un peu un bruteur du pauvre. Non, mais c'est une architecture pauvre, mais généreuse et intelligente. Et... Voilà, Philippe. Oui, j'ajouterais pas grand-chose. Disons, c'est vrai que c'est un projet qui est
probablement beaucoup plus fort par son impact politique et par l'espérance que ça peut transmettre que par son architecture elle-même, qui est une architecture très réussie, mais qui relève des critères de l'architecture assez classique, moderne, j'entends. Mais on a une salle plutôt blanche en bas, des salles noires en haut, très belles. D'ailleurs, les salles d'exposition sont très, très réussies, je trouve. Le petit escalier, tu as dit, à vis, etc. Bon, les carreaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ils ont décidé de faire que des expositions soient partagées entre les deux lieux, le lieu en centre-ville historique et celui-ci. C'est-à-dire que les gens qui voudront voir une expo devront, en théorie, aller dans les deux lieux. La question est de savoir si, déjà, les gens du quartier vont aller dans ce musée, et est-ce que les gens de la ville, centre-ville, vont venir? Parce que c'est vrai que c'est un quartier, le quartier de Maurepas, qui est un quartier difficile, dans lequel il y a eu des incidents, des choses, etc. On le sait. Et donc la question, elle est posée. Après, tout est fait pour que ça marche. Est-ce que ça va marcher? Mystère. J'ajouterai rien d'autre. Voilà, mais en tout cas, les commissaires, les gens du musée ont intégré la population dans le choix des œuvres et autres. Il y a tout un travail très, très intéressant. Donc c'est vrai que ça mérite d'être non seulement souligné, mais expertisé dans la durée, de voir comment ça va vivre. Et on espère bien que d'autres villes auront la même idée de réactiver ces cités. Alors vous savez tous que a été lancée une grande opération des quartiers de demain, où précisément ces enjeux sur la culture, sur le paysage, sur l'architecture sont convoqués. Donc là, c'est à petite échelle, mais grande ambition, et ça, il faut le souligner. Alors justement, on va rester dans la notion de la grande échelle et des grands projets. Donc vous avez tous vu, bien sûr, l'exposition sur le métro, ici, métro Le Grand Paris en mouvement, où nous présentions en maquette et en film le projet de la gare de Villejuif parmi les 68 gares de ce grand réseau nouveau, donc 200 km de réseau autour de Paris, jamais dans Paris, toujours autour. Et donc, il va inverser le regard dans le rapport entre la ville-centre et la périphérie. Alors c'est le travail de Dominique Perrault, dont on connaît comment dire, les positions théoriques et sur le groundscape, comme il dit, il y a un livre qui le rappelle, avec justement ce travail souterrain, donc un grand cylindre à 50 mètres sous terre, et où il y a une performance technique, puisque deux lignes vont se croiser dans l'espace du cylindre. C'est quand même assez spectaculaire. Alors ça, c'est un travail d'ingénieur. Ça, c'est pas Dominique Perrault qui l'a choisi, mais lui, il a fait l'architecture, c'est-à-dire qu'il a fait le lien entre la question de la profondeur et la question de l'espace public. Et donc, dans ce lien, précisément, le fait de travailler sur un espace non claustrophobe, de faire venir la lumière jusqu'au plus profond, c'est l'enjeu de ce projet très, très, très intéressant et extrêmement bien maîtrisé de mon point de vue. Il a travaillé, notamment, puisque ça fait partie de ces tandems que la SGP avait lancé sur chacune des gares avec l'artiste Ivan Navarro, un Chilien de New York, très, très intéressant sur la lumière, justement sur le cercle. Je fais ce geste parce que tout est dans la figure du cercle. Il faut absolument y aller. C'est ligne 14, c'est à 10 minutes de la gare de Lyon. On peut y aller rien que pour le plaisir d'être dans cet espace. Et très important, la liaison avec l'hôpital Gustave Roussy, où on ne va pas forcément, et même on pourrait dire rarement pour le plaisir. Eh bien là, il y a quelque chose de très très intéressant aussi d'établir ce lien avec un des plus hauts lieux de la santé en France. Donc voilà, deux grands projets qui sont ensemble et qui revitalisent la région. Alors, Richard, toi qui je rappelle que s'il n'a pas parlé de Rennes, c'est que j'ai imposé une règle, celui qui n'a pas vu un projet n'en parle pas. Donc là, tu es allé à Villejuif, tu vas pouvoir nous dire comment tu as vécu le groundscape. Oui, non, tu as absolument raison. C'est vrai que c'est. Enfin, je préfère de loin les projets de Perrault où il s'occupe de territoire, où il s'occupe d'infrastructures, où il s'occupe de profondeur, où il s'occupe de sous-sol, que les projets qu'on a commentés récemment, enfin qu'on a commentés ces dernières années, c'est-à-dire la pose du Louvre. Bon, c'est un bon travail, c'est vrai, mais
je pense que c'est pas là où il trouve sa pleine mesure, quoi, hein. Et pareil pour, c'était le pavillon d'accueil du château de Versailles, ou plus récemment, le bâtiment de Vasconi, là, le Métal 57 à Boulogne-Billancourt. Mais là, je dois dire que voilà, il est vraiment dans son univers, dans son monde, quoi. Et c'est vrai qu'on m'avait parlé de ce truc. Et c'est vrai, j'étais con, je ne l'ai pas visité parce que je connaissais un mec qui s'occupait du chantier là-bas. Et il m'avait dit, putain, tu vas venir, tu vas voir. Tu vois, c'est un cylindre, il fait 60 mètres de large sur 50 mètres de haut, mais c'est sidérant. Et puis, on va, tu as 2 lignes de métro qui passent. Et c'est vrai que ce qui est surprenant, c'est ça, quoi. C'est un petit peu la manière dont il a travaillé dans le cylindre, parce que donc il y a ce cylindre dont le mur en béton fait contrefort, hein, retient la terre. Dans ce cylindre, il a remis un autre cylindre, plus petit, pour mettre tous les services. Et puis ensuite, donc, il a mis, enfin, je ne sais pas s'il les a positionnés exactement, mais les 2 lignes qui se croisent en bas, donc elles forment une croix. Donc, on est totalement dans la géométrie. C'est ça qui est fou. On n'échappe pas à la géométrie, parce que les 2 lignes en bas, elles forment des croix. Les escalators qui permettent de rejoindre les quais qui sont placés sur ces sarcophages en béton qui contiennent les 2 stations, ils forment aussi des croix, mais dans un sens différent. Après, au-dessus, donc, on a le grand escalator qui permet de mener vers les lignes, enfin qui permet de sortir de la station de métro vers l'air libre, qui crée une ligne. Et puis encore, on le voit là sur la photo, hein, il y a un carré avec des escalators. C'est sidérant, je trouve. C'est sidérant parce que, voilà, c'est comme un peu une sorte de mandala, là, tu vois, c'est ces figures comme ça que tu regardes, tu médites, et puis tu rentres dans un univers. Et là, c'est vrai que, déjà, on est dans un univers. Ça, c'est le premier truc. Mais le deuxième truc, voilà, c'est la manière dont il a su jouer, quoi, mais de manière vraiment magistrale avec les miroirs. Parce que c'est vrai que chez Perrault, voilà, il y a un côté minimal, mais il y a aussi un côté, disons, un peu baroque, même pas baroque, rococo. Voilà, parce que il y a toujours des miroirs comme ça, ou de l'acier inox poli qui crée des effets de mise en abîme, qui se réfléchissent à l'infini. Bien sûr, il y a du Dan Graham aussi, bien sûr. Mais voilà, donc on est dans un univers, voilà, qui se réfléchit à l'infini. On est dans un cylindre très resserré, et puis en même temps, avec ce jeu, hein, de reflets à l'infini sur les surfaces en inox poli, on est plongé, voilà, donc, dans un truc extrêmement horizontal, alors qu'on est dans un espace vertical. Voilà. Donc c'est ça je trouve génial. Il y a une vraie magie chez Perrault. Voilà. Il y a une sorte de recours, voilà, à la magie. C'est un peu comme Chipperfield. Là, David Copperfield. Comment? Non, pas Chipperfield. Non. Tu as dit son nom. Je vais dire, répète-le, vas-y, pardon. Non, vas-y, continue. Non, Non, c'était un autre. Bon. Tu t'es trompé de magicien. Non, mais dis-moi. Copperfield. Comment? Allez. Bon, peu importe. Le magicien qui a fait Chipperfield. Oui, Chipperfield. Le magicien, c'est Chipperfield. Non, c'est Copperfield, oui, merci. C'est David Copperfield. Ouais. Non, c'est Copperfield qui a fait disparaître la statue de la liberté. Oui. Donc là, on est là-dedans. Comme là, quoi, la magie, ça crée une ambiance. Hein. Et ce qui est génial, c'est ça, c'est d'arriver donc à conjuguer. Bon, parce que c'est vrai, les baroques, les rococo, bon, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à la Marienbourg de François Cuvilliès, près de Munich. C'est une salle qui est circulaire, avec des miroirs, et c'est vrai qu'on rentre dedans et on est plongé dans l'infini. Mais disons que c'est facile, quoi. C'est un palais. Tandis que là, non, c'est vraiment une infrastructure, et donc il est arrivé à faire ça. Moi, je lui tire mon chapeau. Alors justement, dans la magie dont tu parles, il ne faut jamais oublier le travail de Gaël Loriot-Prévost, très très important dans les détails, la question de la lumière et autres. Non, je dis ça parce que c'est une vraie équipe. Non, tout à fait. Et aussi, c'est vrai qu'il y a aussi ce travail sur les rideaux, sur les textures, parce que là, c'est des textures métalliques. Et c'est vrai que c'est ça qui est fou, c'est-à-dire que tu es là-dedans, tu vois, c'est un peu comme par exemple l'acoustique d'une salle. Tu vois, tu as des éléments qui réfléchissent les sons et d'autres qui les absorbent. Et là, c'est pareil, donc tu as des éléments qui réfléchissent la lumière et d'autres qui l'absorbent. Isabelle.
Alors, ben moi, j'avais visité, au moment de l'expo, justement, j'avais visité le chantier et j'avais le même enthousiasme subjugué que vous avez aujourd'hui. Et puis là, j'y suis retournée. Et donc, j'étais vraiment fascinée. D'ailleurs, j'ai écrit dessus, j'étais assez dithyrambique. Voilà. Et là, eh ben, ça m'a pas du tout fait le même effet. Là, je suis sortie du métro et pourtant... Je pense que c'était des conditions assez idéales parce que c'était fin de journée, il y avait un coucher de soleil, la lumière était absolument sublime sur ces miroirs, etc. Et donc j'étais saisie, j'étais toute seule par la monumentalité, quoi, quelque chose c'est assez, c'est vrai que c'est complètement fou. On est dans cette espèce de cylindre gigantesque, on s'élève comme ça sur les escalators, la lumière est mordorée, elle arrive par cette espèce de couverture là en polyuréthane ou je sais pas quoi, enfin bon, bref, transparente, comment EFTE, voilà. Et en même temps, tout de suite, c'est monumental, ça a quelque chose un peu de sublime dans le genre monumental, dans le genre fou, dans le genre reflet, tous ces escalators qui se croisent, de sous-sol, le groundscape, fascinant. Et en même temps, je trouve ça vraiment glacial. C'est-à-dire que oui, c'est le Grand Paris. Oui, d'ailleurs, on s'attendait à ce que ce soit un peu la Rolls-Royce du Grand Paris. Et en fait, le problème, c'est que moi, j'ai l'impression d'avoir les jantes, j'avais l'impression d'avoir la carrosserie de la Rolls, mais ce qui manque, c'est quand même un petit peu les sièges en cuir molletonné. Et parce que pour moi, à Villejuif, comme tu l'as précisé, on n'est pas uniquement dans une des stations les plus importantes du Grand Paris, on est aussi avant tout, en fait, pour moi, symboliquement, c'est quand même la station de cet hôpital où on soigne les cancers et où, de manière extrêmement... tout le monde savait que c'était un cauchemar de venir à Gustave-Roussy, un cauchemar pour les gens qui travaillent là, pour les familles, pour les malades, etc. Et je trouve ça très très dur. Et quand on arrive en haut, la lumière est encore plus belle parce qu'on monte vers la lumière. Donc ça, oui, effectivement. Mais tout ce métal, on sort, il y a ces portes, il y a quelque chose de carcéral dans les grilles qui sont à l'extérieur, dans les boîtes dans lesquelles, qui vont accueillir des commerces, etc., mais qui sont vides pour l'instant. Cette corolle là qui vient redoubler la couverture en EFTE métallique. Enfin, moi, ça m'a glacé, et plus encore quand on redescend. Quand on redescend, c'est vraiment, là, on est on descend au centre de la Terre, c'est Piranèse, mais il y a un côté descente aux enfers, et jusqu'à ce qu'on arrive sur le quai, avec ces espèces d'assises, là, faites par Patrick Jouin, où on est des assises, on n'a même pas la place de mettre une fesse, et on est penché, etc. Et il y a quelque chose, voilà, moi, je trouve ça, c'est un projet. Pour moi, en fait, il y a quelque chose d'à côté de la plaque. C'est le problème de Perrault, pour moi, qui toujours a l'impression, voudrait construire pour Louis XIV et qu'il a un énorme problème avec l'architecture du quotidien, avec faire quelque chose d'un peu humain, avec des gens qui vont rentrer à 23 heures, des infirmières, des familles de malades, et qui se retrouvent dans cet environnement avec le béton qui est pas un béton chic, hein, qui est un béton vraiment d'infrastructure, le métal sur le béton. Bon, moi, je trouve ça très dur et je trouve ça... j'aime Sophie. Je trouve c'est extraordinaire. C'est c'est la signature de Perrault, c'est quand même les grands gestes audacieux. On a quand même besoin de ça dans le contexte où il y a toujours les préoccupations, construire en paille, en bois, etc. Là, enfin, il y a de l'architecture, c'est extrêmement puissant. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est complètement conceptuel et quelque part, il n'y a pas de gare à proprement parler, comme on peut le voir pour d'autres gares où on a des murs, une toiture. Ici, on a d'abord un espace public et un espace public qui vient infiltrer le sol. Et comme l'a dit Richard, c'est un très grand architecte, mais c'est sûr que dans le Groundscape, il excelle plus que jamais.
Et ce qu'il faut préciser aussi, ce qui donne ce sentiment de puissance, on a quand même l'impression d'être dans une œuvre d'art à l'échelle de l'architecture, c'est que comme pour atteindre le niveau du sol, il fallait descendre à 50 mètres, et il a complètement exploité cette profondeur. Il a réussi à mettre au point techniquement des escalators qui font, je ne sais pas combien de mètres de long, c'est un peu comme dans le métro de Moscou, et donc il y a une espèce de mise en abîme absolument extraordinaire. Moi, je suis toujours en train de grimper, enfin de marcher dans les escalators, mais là, dans la station de métro, franchement, on se laisse porter pour regarder tout ça. Et puis alors après, ça on l'avait déjà dit quand on avait visité le cours Suzanne Langlaine, ce qui est très, très élégant, c'est que c'est un objet extrêmement conceptuel, extrêmement technique, mais que la technique, elle a l'élégance de disparaître. On ne sent pas du tout, c'est quand même une technicité de dingue, notamment avec le pont cadre qu'il a fallu construire. Enfin voilà, je trouve que c'est un projet magnifique. Comme on dit, on ne sent pas l'effort. Hein, exactement, exactement. Philippe, oui, j'ajouterais quelque chose. Ça m'a intéressé ce qu'a dit Isabelle, parce que je comprends très bien ce qu'elle dit, et je n'en tire pas les mêmes conclusions. Et c'est ça qui est bon. D'abord, deux, trois choses. Quand Richard, tu parles, tu rappelles les croix des trains, des lignes, etc. C'est encore plus que ça, c'est encore plus subtil, parce que je crois que ce ne sont pas des croix, ce sont des X. Et je crois que pour avoir réussi à faire des X, c'est très compliqué. C'est extrêmement complexe. Il faut bouger les lignes, parce que tout le problème, c'est que c'est en gros la gare la plus profonde qu'on ait à construire, parce que justement, il y a une pente nécessaire pour faire arriver les trains, donc c'est très très compliqué. C'est pour ça qu'il fallait, et c'est pour ça que d'ailleurs Dominique Perrault, que finalement le cylindre, c'était la forme la plus ramassée possible, celle qui finalement consommait le moins de matériaux finalement. Et il faut ajouter aussi une chose, c'est que j'ai lu une chose qui m'a bien fait rire dans Télérama, c'était une formule de Xavier Jarcy, qu'en loupe pas une, je trouve. Il a dit, il déteste lui, et il disait, on n'a vraiment pas envie d'y rester. Mais justement, l'objectif, c'est que les gens n'y restent pas. Tout est fait justement pour que ce soit clair, pour qu'on puisse trouver rapidement son chemin, pour que quand on arrive dans l'anneau du sommet, il n'y ait pas une entrée, une sortie, mais il y en ait plein. Donc il y a vraiment une volonté justement de faire que la chose soit la plus fluide possible et que les gens n'y restent pas. Et ce que je trouve justement très intéressant dans ce que disait Isabelle tout à l'heure, c'est cette question, est-ce que c'est trop dur pour des malades qui vont se faire soigner à Gustave Roussy? C'est une question absolument cruciale, je suis bien d'accord. Mais je crois précisément que c'est ce qu'il faut faire. Parce que je donnerais une parabole. On m'a toujours dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais je crois que c'est vrai, parce que quand il fallait, par exemple, licencier quelqu'un, c'est quelque chose d'horrible à faire, si vous lui dites « Oh, mon pauvre type, faut que tu... » il vous déteste. Il ne faut surtout pas rentrer dans le sentiment. C'est vrai, sinon c'est pire. Et justement, je pense que ce qu'il y a de fort dans ce que fait Dominique Perrault à cet endroit-là, c'est que précisément, il évite le sentiment. Il sait bien que c'est la station de métro de l'hôpital des cancéreux, bien sûr. C'est évidemment ça. Et je pense que toute cette idée qu'on est dans un espace, justement, qui, sur le fond, est peut-être presque impersonnel, sauf que, comme l'a très bien fait remarquer Richard, je trouve, il réussit à faire rentrer de l'horizontalité dans la verticale. Et ça, c'est très fort, c'est vrai, je trouve que c'est très subtil. Mais je pense qu'il a bien mesuré précisément ce qu'il ne faut pas faire. Bon. Après, je trouve aussi que tout son langage de métal tissé, tout ça, c'est quand même très, très, très réussi. Et d'ailleurs, je trouve même que avec un langage qu'on pourrait juger justement d'une extrême dureté, justement, métallique, il arrive à créer quelque chose, justement, qui est assez fascinant, quoi. Et voilà, moi, c'est comme ça que je le ressens. Très bien, on va sauter, non pas par le métro, mais par l'Eurostar ou le Thalys à Bruxelles, pour justement parler de la transformation du World Trade Center de Bruxelles-Nord. Alors Bruxelles-Nord,
imaginez, c'est pas du tout Bruxelles Midi, hein. C'est pas du tout l'ambiance, c'est différent. Vous arrivez là-bas, vous demandez où c'est, où vous êtes, parce que il y a une magnifique gare des années 30, très très belle, et on sort et on se dit mais c'est quoi, c'est où? On est un peu perdu dans un univers là complètement générique, mais c'était du temps de ce qu'on appelait la bruxellisation, c'est-à-dire que les promoteurs, en effet, n'arrêtaient pas de construire partout et pas forcément de la meilleure manière. En tout cas, c'est extrêmement impersonnel, toute cette ambiance. Et là, il y avait l'opportunité de transformer un ensemble, donc 2 tours, World Trade, hein, là encore 2 tours, et l'agence l'AUC avec 51N4E, cette équipe belge qu'on connaît bien, puis avec Jaspers et Ayers, ont fabriqué un projet très très intéressant qui consiste précisément à ne garder que les noyaux des 2 tours pour faire du lien et développer tout un autre, on pourrait dire presque vocabulaire, en tout cas une autre conception, et notamment avec ce concept du zèbre. Alors là, le zèbre, c'est un truc qui n'apparaît pas tout de suite, ne saute pas aux yeux, le zèbre ne vous court pas après, mais le zèbre est là, et le zèbre, il relie ces 2 tours tout le temps, et là, je vais leur laisser en parler. Philippe. D'abord, il faut dire une chose, c'est que ce sont des architectes qui ont réussi à faire une prouesse zoologique, puisqu'ils ont réussi à faire un zèbre à rayures horizontales. Ce qui est rarissime. Enfin, je crois que c'est même les seuls. Hein. Oui. Alors, il faut dire, on va expliquer ce que c'est que ce zèbre, mais il faut dire d'abord une chose, c'est que heureusement que nous y sommes allés. D'abord parce que c'était passionnant, mais je pense que si on n'y était pas allé pour essayer de comprendre, on serait peut-être passé devant en trouvant que c'était un immeuble atroce de plus, d'un quartier où tout est atroce, où on n'a que des tours froides, sinistres, un quartier comme on n'en ferait plus jamais. Et là, il se trouve que justement, nos amis, les architectes, ont réussi, en fait, non seulement à sauver 2 bâtiments qui auraient peut-être pu être détruits, justement, mais non seulement ils ont sauvé ces 2 bâtiments, mais ils en ont construit un 3e. Alors généralement, quand on dit qu'il faut relier deux tours, on met au 27e étage, on met une passerelle, et ça suffit. Eux, ils ont construit un 3e bâtiment qui vient se raccrocher aux 2 autres. Et ça, c'est bon, la première des choses. Alors, qu'est-ce que c'est que ce zèbre? C'est qu'ils avaient remarqué que du temps où les tours étaient en déshérence, disons, elles avaient été louées à des gens qui pratiquaient des activités diverses. Il y avait un peu de tout. Ils se sont rendus compte que par étage, finalement, on pouvait peut-être entrelarder comme ça des activités différentes. Et donc, ils se sont dit, ce zèbre, c'était quoi? Une couche de blanc, ce serait les bureaux. Une couche de noir, ce serait des logements. Et ils ont comme ça fait une espèce d'empilement avec un système assez subtil de distribution, puisqu'en fait, ils ont conservé les noyaux, les 2 noyaux qui assuraient les distributions de ces deux premiers bâtiments préexistants, dans lesquels ils ont mis des ascenseurs différents, qui fait que quand vous allez dans les logements, vous prenez un ascenseur, quand vous allez dans les bureaux, vous prenez l'autre. Ça ne se croise pas. Tout ça parce que c'est probablement extraordinairement complexe d'arriver à faire à la fois et du logement et du bureau en même temps. J'ai même le sentiment qu'en France, ce ne serait pas possible. J'ai l'impression que c'est parce qu'en Belgique, ils arrivent encore à jouer avec les règlements. Mais il est vrai aussi que les architectes, et on en reparlera peut-être encore après pour un autre projet, mais ont l'air de dire que c'est dans la réhabilitation qu'on arrive finalement à trouver le plus d'opportunités d'innover, parce que justement, comme les choses sont déjà là, il faut faire avec, et donc on est bien obligé de trouver des combines. Donc voilà un 3e bâtiment qui vient relier les 2 premiers. Évidemment, ce 3e bâtiment, il est à toutes les normes environnementales qu'on peut imaginer d'aujourd'hui. Donc, il a bien fallu aussi faire de la même chose sur les 2 premiers, qui eux avaient été construits bien dans les années 70, j'imagine, et donc étaient déficients par toute leur façade. Donc, ils ont démonté les façades, ils ont même démonté les planchers, et finalement, ils n'ont gardé que les noyaux principaux, ils ont tout refait. Dans les 3 bâtiments, celui du milieu est intégralement neuf, les 2 autour, ils les ont quasiment refaits en entier aussi. Alors je vais dire qu'il y a eu un truc quand même, c'est quand on est arrivé,
on a été reçu par la femme qui devait nous faire visiter le bâtiment, qui est aujourd'hui occupé par le ministère des Flandres. Il faut dire que tout ce quartier neuf qui est au centre de Bruxelles a été occupé par les Flamands pour des raisons politiques. Ils se sont vraiment tous installés partout pour montrer en fait que Bruxelles, qui était cette fameuse ville extraterritoriale, qui était ni wallonne ni flamande, mais bruxelloise, ils voulaient bien montrer qu'elle était quand même en région flamande. Donc il y avait une raison politique de leur présence. Mais donc quand on est rentré dans ce bâtiment sans contrôle, parce qu'il faut aussi dire une chose, c'est assez surprenant aussi pour nous, c'est que c'est quand même un ministère dans lequel n'importe qui peut rentrer, le traverser, aller au restaurant, en sortir. Après, il y a des parties qui sont évidemment soumises à des portiques, mais disons que déjà on peut rentrer, ce qui est surprenant. La femme qui nous a reçus a mis quand même 10 minutes à nous répéter qu'une seule chose, c'était que le bâtiment était en grande partie construit avec des bâtiments recyclés, des parties qui avaient été démolies. C'était bien, mais c'est sûr que ce qui serait important, c'est de savoir ce qu'on fait avec les parties recyclées. Que ce soit recyclé, c'est bien, mais si c'est pour faire un truc raté, c'est pas la peine. Bon, il faut dire que c'est 68% du bâtiment qui a été réutilisé. C'est même plus que ça, je crois que c'est 95% de matériaux recyclés. Voilà. Non, mais c'est quand même important. C'est considérable, oui. Bon, je vais laisser la parole aux autres, parce que c'est bien que tout le monde... Ouais. Alors, Isabelle. En tout cas, merci pour cet exposé quand même très clair, il me semble, et nécessaire. Je voulais souligner une chose. Moi, je trouve le projet absolument épatant et je vais y venir. Mais quand même, l'image qu'on a vue, c'est juste pour rebondir sur ce que disait Philippe, l'image de l'extérieur, ça montre quand même comme les images de concours peuvent être un peu traîtresses, parce que là, ce qu'on voit, c'est quand même assez beau. Et ce qu'on voit dans la réalité n'a absolument pas cette élégance et ce charme, même si c'est pas forcément atroce et que la serre en bas est à peu près avenante. Mais bon, voilà, c'était quand même une remarque que je me suis faite. Mais donc, je vais prendre la suite de ce que disait Philippe, et notamment, effectivement, quand on rentre, l'impression, enfin, en fait, ils ont créé de l'espace public déjà. Parce que dans leur, donc, comme ils ont rajouté ce grand bâtiment qu'ils appellent espace servant, avec ces doubles niveaux qui permettent comme ça d'avoir des grands plateaux pour les espaces de bureau, ils ont aussi rajouté au rez-de-chaussée, enfin ça devait être un espace végétalisé, je crois, et en fait ils en ont fait une serre. Et cette serre est un espace qui est déjà qui a quelque chose de magique, quoi, dans ce quartier très de bruxellisation, quoi, une sorte de La Défense qui n'a pas pris, où personne n'est jamais venu. Enfin, il y a quelque chose de vraiment un peu sinistre. Ils ont quand même rasé des quartiers d'habitation entiers, tout un tissu faubourien pour créer ces immeubles qui ne servent à rien, qui n'ont pas d'âme, etc. Et là, tout d'un coup, on a cette serre qui, en tout cas dans la journée, et qu'on peut traverser, on peut s'y asseoir, il y a des bancs, et la végétation est complètement... étonnante, quoi. On est comme si on était, je sais pas moi, dans un parc, dans un zoo, quoi, dans quelque chose, c'est presque tropical. Donc c'est hyper agréable, on comprend pas ce que ça fait là vraiment. Et puis après, quand on rentre, parce que bon, chaque partie finalement, chaque fonction a sa propre entrée. Et donc quand on rentre dans la partie ministère, on monte un escalier et là on arrive aussi dans un espace complètement incroyable, magnifique, hyper lumineux, hauteur de plafond géniale, et avec des fonctions diverses, un bar, un restaurant, un accueil énorme, une espèce de luxe d'espace. Et pareil, un délire de végétation qui, en fait, ils se sont laissés aller. Ils se sont laissés aller à une idée de départ qui était parce qu'il y avait eu en fait un projet d'urbanisme temporaire fait dans le temps où il y a eu une longue gestation de ce projet, et donc pendant tout ce temps-là, les tours avaient été occupées dans une idée d'urbanisme temporaire, et certains des occupants, je crois des artistes, avaient développé, enfin avait installé plein de plantes et expliqué lesquelles devaient être situées où par rapport à la lumière, et du coup ça a inspiré les architectes, et qui se sont dit qu'avec l'épaisseur de leur plancher, ils pouvaient planter des arbres en pleine terre dans les espaces, donc dans cet espace de rez-de-chaussée, mais aussi dans les bureaux. Il y a des arbres qui sont plantés, il y a des pots, il y a des plantes tropicales complètement dingues partout, et tout ça est
bon, bah, c'est très important, ces plantes, cette lumière, cette générosité d'espace, mais c'est le signe, surtout ces plantes, disons, de la liberté et de la jouissance même très communicative qui a été celle du plaisir qu'ont pris les architectes dans ce projet en fait. Philippe parlait d'une liberté qu'on n'aurait peut-être pas en France. Je ne suis pas capable de dire si on peut l'avoir ou si on ne peut pas l'avoir, mais en tout cas là, ils s'en sont emparés, ils se sont emparés de ce projet comme d'un espèce de jouet génial où ils allaient mais se laisser aller à une espèce de délire, quoi, de fantaisie folle pour faire des bureaux, pour faire un hôtel, et donc et d'offrir ces espaces publics qui soient intérieurs, qui soient extérieurs, et jusqu'à quand même le dernier étage où on arrive sur le toit, qui est un vrai jardin dans le ciel, au sens presque de Miyazaki, surplombé par un volume tout en métal rouge qui rappelle le mast de Lina Bobardi dans lequel ils ont rangé les installations techniques. Comment ? Bah, tu peux pas dire ça, ça fait pas. Bah, d'ailleurs, je l'ai dit à Jamel Clouch, il m'a dit c'est le rouge Bobardi, c'est exactement ça qu'il avait pensé. Bah, on ne peut pas dire ça. C'est une image. En tout cas, c'est inattendu ce volume-là, et l'image que tu as, c'est quand même quelque chose, une espèce de volume rouge suspendu sur des poteaux en béton. Enfin bon. Donc grand imaginaire, grande liberté, grande générosité, surprise, l'idée d'une serre dans un programme finalement qui est tout ce qu'il y a de plus corporate, quoi. Cette opération, on va passer la parole à Richard. Elle devrait donner des idées aux gens de la défense, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire quand il y a un tel cluster, comme on dit aujourd'hui, de tours, et dont on sait qu'il faut qu'elles soient transformées. Bah, ça donne très envie de voir les prochains projets de l'AUC qui vont quand même transformer la Tour des Poissonniers, et aussi à Pessac, ils ont un des projets très importants de quartier de demain. Voilà, on a envie de voir ce qu'ils vont faire en France. Richard. Oui, moi aussi j'ai trouvé ce travail hyper intéressant. Et surtout, ce que j'ai vraiment apprécié, si tu veux, c'est qu'on sent que ce sont des urbanistes, quelque part, des gens qui s'intéressent au territoire, des gens qui s'intéressent aux infrastructures, peut-être plus qu'à l'architecture. Voilà, parce que d'abord, tu vois, il a fallu malgré tout reconnecter la tour à la ville, puisqu'elle était sur un socle, puisqu'à l'origine même, elle avait été conçue pour être sur une dalle. La dalle n'a jamais été faite, et donc elle était sur un socle très très haut. Donc ce socle a été déposé, hein, et chaque élément a trouvé donc une adresse au sol, hein, pour pouvoir communiquer directement avec la ville. Voilà, et après, ils ont rajouté encore d'autres équipements, d'autres blocs programmatiques, la serre. De l'autre côté, là, je ne sais plus ce que c'était l'espace de coworking et les salles de sport. Et tout ça, effectivement, c'était assez fascinant parce qu'il y a cette volonté comme ça d'établir des porosités, voilà, avec la ville et puis avec le parc en face. Et puis après, c'est vrai, ce que je trouve fascinant, c'est un peu comme, bon, peut-être c'est un peu comme Perrault, c'est le fait que quand on rentre dans les espaces, on est dans des paysages, on est dans des espaces hyper horizontaux, et on se sent pas du tout dans une tour, quoi, parce que, et en plus on passe d'un espace très dilaté, très éclairé, un espace très bas de plafond. Après, c'est vrai, si on se pose des questions, on voit des murs aveugles, on ne peut pas le savoir quand on est dans l'espace des bureaux, mais ces murs aveugles, donc, soit ils correspondent, ces fragments de façade, soit ils correspondent au logement, soit ils correspondent à l'hôtel, puisque tout est imbriqué. Donc, il y a quelque chose d'assez fascinant. Et puis, c'est vrai que, comme l'a dit Isabelle, il y a le traitement avec les arbres. C'est ça qui est fou, il y en a partout. Ils sont creusés dans la dalle, ils sont dans des pots. Ils sont dans des pots parce que, bon, ils ont été pensés pour pouvoir bouger, quoi, en fonction des saisons. On ne sait pas s'ils le feront. Mais en fait, voilà, c'est ça qui est fou, quoi, là, tu vois. Un architecte fait une tour, il pense à verticalité, il pense au design. Moi, je vois pour son parc, quand il fait une tour, il la dessine 1000 fois, 3000 fois. Là, putain, c'est l'approche totalement inverse, quoi. Parce que c'est pratiquement pas dessiné, finalement. C'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est vrai que là, on se sent. Là, c'est vrai que, quelque part,
quelque part, c'est vrai, bon, c'est peut-être dur de dire ça, mais c'est vrai que les volumes à côté, là, les volumes des années 70, en verre réfléchissant, c'est vrai, quelque part, ils sont plus attirants que la tour. Parce que, de toute façon, je pense que chez eux, voilà, ce ne sont pas des architectes, comme dirait Duchamp, qui sont dans le rétinien. C'est pas du tout ça. C'est plutôt des ambiances, c'est plutôt travailler sur les mélanges des populations, c'est plutôt arriver donc avec une tour à fabriquer de la ville en mélangeant donc tous ces programmes, mais surtout, c'est ça, c'est voilà, en donnant cette impression d'horizontalité quand on est sur les plateaux, parce que moi je veux dire, je suis un peu con, mais j'arrivais pas à me repérer sur ces plateaux, quoi, tu vois, tu sais plus où tu es, quoi. Bon, j'avais juste un mot. D'abord, il y a une première chose, c'est qu'on est quand même stupéfait, je trouve, par la taille. C'est rare d'être dans des bâtiments où on a une telle impression de hauteur sous plafond. Et il faut dire une chose, c'est que c'est aussi parce que c'était de la réhabilitation, et donc qu'il y avait un nombre de mètres carrés bloqués, on ne pouvait pas en faire plus, que donc ils savaient qu'ils pouvaient jouer avec un certain nombre de choses, parce qu'ils pouvaient... c'était pas la peine ils n'allaient pas couper les étages en deux pour faire 2 étages de bureaux, c'était pas possible. Donc de toute façon, ils pouvaient se servir de la liberté que leur donnait cet espace, quoi. C'est ça aussi qui est extraordinaire. Ouais. Non, mais aussi il y a un côté, tu vois, qui est aussi un côté contre-intuitif. C'est-à-dire que par exemple, quand on rentre dans le grand hall, tu vois, le grand escalier qui permet d'aller du hall aux salles de réunion qui sont au premier et au deuxième étage, il est suspendu. Mais tu ne le vois pas, quoi, tu vois. Tu ne le vois pas parce qu'il y a un garde-corps qui t'empêche de le voir. Ou pareil aussi, tu as des pare-soleils à l'est, mais tu n'en as pas à l'ouest. Les pare-soleils, en fait, les pare-soleils, ce n'est pas des pare-soleils, ce sont des piles photovoltaïques qui prennent l'aspect d'un pare-soleil. Et d'ailleurs, quand tu regardes bien comment ces pare-soleils sont positionnés, eh bien, tu te rends compte que ce n'est pas des pare-soleils, c'est une autre logique. C'est capter l'énergie solaire, c'est pas se protéger du soleil. D'autant plus qu'à l'ouest, donc, il n'y a pas de pare-soleil, et par contre, c'est vrai qu'il y a des filtres dans la façade pour ne pas avoir de rayonnement direct dans les espaces de bureau. Enfin, il y a tout ce côté, j'avais relevé notre point comme ça, mais il y a un côté comme ça, tu vois, totalement contre-intuitif. On n'est pas dans toute chose à sa raison, on n'est pas dans le visible, on est peut-être dans le bien-être, peut-être, voilà, on est ailleurs en tout cas. En tout cas, dans cette tour, dans ces logements, dans cet hôtel, on s'y sent bien. C'est ce qui est très très clair. Et le fil conducteur de la végétation, là, tout, c'est vraiment un travail très très réussi, à la fois complexe et autre, qui donne... J'espère qu'il donnera envie à d'autres de se lancer dans ce type d'opération. On va complètement changer d'échelle, on va revenir au cœur de Paris. Là, on est sur la place du Châtelet et on va vous parler de la transformation de la Chambre des notaires. Alors, c'est pour l'hôtel du Châtelet, je pense qu'on est tous passés 50 000 fois devant sans savoir que c'était ça, déjà. Première chose, parce qu'évidemment, on va au théâtre et tout, mais on ne va pas forcément à la Chambre des notaires. On va pas, il y a la salle des adjudications au premier étage, on n'y va pas forcément. Donc c'est un bâtiment qui a été construit en 1855 et voilà, en 2025, l'atelier Senzu livre cette transformation, parce que là aussi c'est une transformation, alors qu'à l'extérieur, apparemment, rien ne se voit, mais en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et donc, il y a une partie privative et une partie publique. La partie publique, donc, vous pouvez tous y aller. La partie privative, ce sont ceux qui y travaillent. Et ça, c'est à l'arrière du bâtiment. Et là, c'est très intéressant comment ils ont créé avec un mur concave. Précisément, ils ont travaillé pour faire rentrer la lumière dans les espaces de bureaux et autres, le rendre traversant. Bref, avec du verre autoportant, il y a vraiment une maîtrise et un sens du détail tout à fait intéressant dans ce projet. Sophie. Moi, j'ai été complètement, vraiment convaincue par le travail de Senzu Architectes. Ils ont été à JAP 2021 et bon, c'est que ils expliquaient que ça les avait vraiment propulsés sur la scène architecturale. Alors, ce qui est étonnant, c'est que finalement, ce bâtiment-là, avant qu'il soit transformé, on ne le voyait pas. On ne le voyait pas du tout. Et le fait d'avoir coupé la pierre
Ils ont enlevé les allèges du rez-de-chaussée pour complètement ouvrir le bâtiment sur la place du Châtelet. Donc, par ce geste-là, ça a des incidences énormes sur l'urbanisme. La place du Châtelet est transfigurée, on l'aperçoit pas plus du tout de la même manière, parce que maintenant c'est 3 bâtiments qui cohabitent, les 2 théâtres plus la chambre des notaires, alors qu'avant c'était juste un dialogue entre les 2 théâtres. Donc c'est pour ça que je parlais des architectes, quand je disais que j'avais été très convaincue, parce que je pense qu'eux, ils ont été force de proposition lors du jury de concours. Il fallait quand même affronter les ABF et puis aussi faire face aux notaires qui sont installés là depuis de très 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 longues années, qui ont toujours été là, et c'était pas évident finalement qu'ils aient les autorisations de faire ça. Donc même de la part des commanditaires, je trouve qu'il y a eu vraiment ils ont compris que leur intérêt, c'était de revaloriser leur image, de s'ouvrir sur l'espace public de la rue. Et donc voilà, c'est un très beau travail. Alors après, c'est dommage, il n'y a manifestement pas de visuel. Le mur courbe à l'intérieur, l'arrière-cour en fait, il y a toute l'arrière-cour qu'on ne voit pas et qui est complètement métamorphosée. Donc ils ont retravaillé sur un système courbe, mais d'une paroi opaque, on arrive à une paroi de verre complètement transparente, autoportante, donc avec des portants très fins, extrêmement délicates. Et donc on n'a plus un avant, un arrière résiduel, mais on a quand même partout vraiment une vraie fluidité de circulation et une vraie qualité d'éclairage pour les espaces de travail. Isabelle, est-ce que tu as eu ce même sentiment? Ah bah oui, c'est un peu la Belle au bois dormant, quoi. Et puis alors d'autant plus que oui, les longues années, on a quand même compris que les notaires étaient établis place du Châtelet, alors pas dans ce bâtiment même, mais place du Châtelet depuis le XIIIe siècle. Que ce bâtiment, il date de l'époque napoléonienne. Et donc le travail qu'ils ont accompli, ces jeunes architectes de l'atelier de Senzou, dont on avait vu il n'y a pas si longtemps le pavillon Le Vau en terre crue. En terre crue, oui. Là, donc, travail de réhabilitation où, en fait, ils ont décapé il s'agissait quand même de restaurer d'abord, enfin, de revenir finalement à l'architecture d'origine pour cette salle des adjudications, enfin pour ce que les notaires appellent la partie noble, c'est-à-dire la partie plus ancienne. Hein. Et puis ils ont par contre modernisé. En gros, ils ont une approche très pragmatique du patrimoine, c'est-à-dire que il y a des endroits où on revient à ce qui était là à l'origine, c'est-à-dire qu'on va décaper, c'est pas vraiment des mezzanines, mais des cloisons, enfin tout était complètement confiné, fermé, bardé de toutes sortes de matériaux parfaitement inutiles. Et là, on a quand même des espaces complètement grandioses avec des vues sur la place du Châtelet, mais ahurissantes. Et on se dit, franchement, quand on est là, on se dit on ne peut pas avoir le même rapport au monde que le commun des mortels. Que si on vient travailler là tous les jours, c'est quand même assez particulier. C'est des fenêtres immenses qui donnent sur tout Paris. On domine la ville, quoi. C'est un peu les... Bon, voilà, des gens, je pense, qui ont un rapport un peu à part. Et après, ils ont eu des positions, enlever les allèges en bas, ce qui fait que le bâtiment s'ouvre sur la ville. Ça répondait, je pense, à une demande quand même de la maîtrise d'ouvrage, qui a envie de s'ouvrir à la société, de faire des expositions sur des sujets qui me dépassent un petit peu, mais qui sont liés à leurs activités. Donc, ces espaces un peu qui sont ouverts sur la rue vont accueillir des expositions, mais c'est aussi une manière d'agrandir l'espace d'accueil, de faire rentrer la lumière à l'intérieur. Et disons qu'ils mélangent une approche retrouver l'architecture d'origine, revenir aux matériaux, enfin voilà, et quelque chose de très moderne, une approche
approche qui passe par le recyclage. Ils font un très très beau terrazzo au rez-de-chaussée à partir des déblais, des débris de chantier. Enfin, il y a en fait la question de l'usage, les guides dans leur approche patrimoniale, qui est un petit peu, bon, pas iconoclaste, mais en tout cas pas académique, et qui fait la réussite de ce projet, quoi. C'est-à-dire qu'ils trouvent une liberté qui fait qu'ils arrivent à améliorer, enfin, ils changent la ville et ils changent le bâtiment vraiment d'une manière très élégante, et c'est chic, hein, c'est très chic. Moi, j'aime énormément les notaires, parce que c'est des gens, c'est formidable, les notaires. C'est des gens qui savent tout, absolument tout, qui disent rien. C'est une profession extraordinaire. Et qui passent leur temps dans les héritages, les trahisons. C'est formidable. Et je trouve que ce qui vient de se passer, là, c'est très intéressant, parce que d'abord, il faut savoir un truc, c'est que il y a à peu près 10 ans, je crois que 60% des notaires d'aujourd'hui n'existaient pas il y a 10 ans. C'est peut-être même moins que ça. Il y a eu une réforme. Et ça a complètement transformé la profession. Donc c'est pas pour rien aussi que d'un seul coup, ils décident de s'ouvrir. Et ils s'ouvrent vraiment parce que il y a une chose qui est, c'est vrai, ils sont là effectivement depuis le XIIIe siècle. Ils étaient dans le Châtelet qui a été détruit. Ils ont été ensuite dans ce qui est aujourd'hui le théâtre du Châtelet. Et il y a eu un échange. Napoléon voulait les virer. Napoléon III, ils ont fait un échange avec ce bâtiment-là dans lequel ils sont aujourd'hui. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à un moment, le président de la Chambre des notaires a parlé de la question ordinale. Donc je suis allé le voir, je lui ai dit, vous avez aussi un ordre des notaires comme les architectes. Il m'a dit, ah non, ce sont les architectes qui ont un ordre comme nous. Nous, on est là, on l'a depuis le XIIIe siècle. Donc c'est bon. Et donc c'est très intéressant de voir que les architectes, ils sont deux, hein, Vendry, Marchais et David Dotland, mais ils étaient aussi avec Xavier Lagneau, qui était un architecte du bâtiment, enfin, qui s'occupait de toute la question patrimoniale. Qui avait travaillé sur la Poste du Louvre, oui, d'ailleurs. Leur atelier, qui s'appelle l'atelier... Senzu, c'est un légume japonais à propriété régénérescente. Ça vient d'un manga, ça vient de Dragon Ball Z. Voilà. Ça n'existe pas en vrai. Oui, parce qu'un légume qui se régénérerait serait formidable. Mais donc, c'est pour ça qu'ils l'ont choisi. Et c'est vrai que je trouve... Alors, il faut dire que le bâtiment qu'ils ont trouvé, il est quand même assez extraordinaire parce qu'il y a un escalier qui se développe sur 3 volets, mais chaque volet est à côté, dans la largeur. C'est-à-dire que ça occupe en fait un quart du bâtiment. Un quart du bâtiment de la partie avant est occupé par un escalier. C'est quand même déjà énorme. Et c'est vrai que je trouve que le fait qu'ils aient fait une partie publique, et derrière cette partie, derrière ce fameux rideau dont le plissé est soi-disant celui de la robe des notaires, cette partie qui est cachée, ils ont fait en sorte qu'on puisse quand même jeter un œil sur ce qui est en train de se tramer derrière. Donc en fait, ils ont mis en scène vraiment leur capacité à être des gens secrets. Et ça, je trouve ça assez drôle quand même. C'est quand même, et l'architecte a bien exprimé ça. L'architecture exprime ça. Moi, je trouve que c'est très réussi. Richard. Oui, c'est peut-être pas le même film que j'ai vu encore une fois. Parce que moi, ce bâtiment-là, j'avais toujours repéré, je le trouvais toujours fascinant parce que, en fait, il est dans l'angle de 2 rues, la rue Saint-Denis et puis le boulevard de Sébastopol. Et puis il se met en scène comme ça sur la place du Châtelet. Il dialogue avec la colonne. Et en fait, les 2 théâtres qui sont face à face, ils s'annulent complètement. Et donc, moi, j'ai toujours vu que lui. Et là, en plus, ce qui m'a fasciné, c'est qu'ils ont un peu raconté l'histoire du bâtiment. Et ils nous ont dit que finalement, avant, les rez-de-chaussée étaient en bois. Voilà, donc, parce qu'il y avait des commerces qui n'avaient absolument rien à voir avec la chambre des notaires. Et donc, je trouve ça fou, parce que, effectivement, quand tu es sur la place du Châtelet, bon, si bien sûr tu es au printemps, en été, tu as les fondaisons des arbres, et tu vois le 2e et le 3e étage qui émergent comme ça, hein, comme une proue de bateau. Tu vois. Et après, quand tu t'approches, et quand tu t'approchais avant pour prendre la rue Saint-Denis ou le boulevard Sébastopol, eh bien, tu étais dans une autre échelle, avec des commerces, l'échelle de la rue. On en a parlé tout à l'heure à propos du bâtiment de Clouche, et de l'AUC et de 51 N4E. Voilà, donc ce bâtiment, et en plus ce bâtiment, je trouve que, bon, ce qui m'a vraiment sidéré, quoi, dans le bâtiment, c'est l'escalier. Bon, l'escalier de cet architecte, bon, c'est vrai, je le connaissais pas, moi j'ai toujours pensé que c'était un bâtiment de Daviou. En fait, c'est Charles Rouault de Fleury qui l'a fait donc, vers 1850.
Et c'est vrai que l'escalier, il est mortel. C'est vrai, parce qu'en fait, les volets, donc, elles ne se superposent pas. Donc, tu as une première volée, après tu tournes, tu as une deuxième volée, après tu tournes et tu as une troisième volée. Et chaque fois, tu as un volume énorme, quoi. Et c'est vrai que, voilà, on imagine, si tu veux, quand avant, tu n'avais pas l'ascenseur, putain, il fallait arriver à faire monter les gens là-haut. Et donc, il fallait donner un espace vraiment large, vaste, éclairé, lumineux, quoi, pour donner un peu du courage pour monter jusqu'à la salle de réunion, hein, qui est au troisième étage. Voilà. Et après aussi, j'ai vu des photos. Et c'est vrai, bon, excusez-moi de dire ça, c'est un petit bémol que je donne, parce que je trouvais que c'était plus intéressant avant, quand tu rentrais dans le hall avec ce dallage là, très lynchien, quelque part, voilà, et qui était complètement fermé, et tu voyais donc l'escalier qui partait avec la lumière au fond, et puis en plus, de savoir que les notaires, ils étaient parmi, je sais pas quoi, les bars, les marchands de légumes, etc. Enfin, il y a une dimension, je trouve, qui manque un peu maintenant, que tout est ouvert, parce qu'on est moins... Je trouve qu'on est un peu moins... Là c'est pareil, encore une horizontalité qui s'instaure, mais elle n'est pas positive, elle est négative. Et on oublie cette verticalité, cette attirance sur l'escalier. Voilà, bon, ça c'est le seul bémol, mais toujours ce bâtiment, je le trouve bien, et surtout ce qu'ils ont fait de bien, bon, comme l'a remarqué, comme tu l'as dit, tout le monde l'a dit, Sophie l'a dit, hein, c'est la façade en verre, avec ce verre que... Bon, nous ont beaucoup parlé de Colas, tout ça, de Nouvelle et compagnie, en disant là, on voulait faire de la réputation un peu comme eux. Mais c'est là où on trouve, voilà, on trouve peut-être une référence peut-être à Colas, parce que le verre qu'ils ont employé, là, ce verre hémicirculaire, bon, c'est un verre effectivement autoporteur, mais c'est aussi le verre qu'ils ont employé plusieurs fois, notamment, je ne sais pas si je vais bien prononcer, mais au Timer House à Rotterdam. Voilà, donc voilà. Et donc, voilà, et cette course, c'est vrai qu'elle est fascinante, c'est sûr, parce que, bon, comme vous l'avez dit, donc elle apporte de la lumière à l'escalier, et puis, effectivement, elle permet d'éclairer les salles. Et puis, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu, voilà, ce côté, comme vous l'avez très bien développé, je trouve, ce côté un petit peu ambigu entre la partie cachée, avec les bureaux, et puis la partie publique. Et c'est vrai que, grâce à cette façade, la façade de l'escalier sur la cour, c'est un peu la cinquième façade, puisqu'il y a la cinquième façade, puisqu'il y a les trois façades sur la rue, la façade du toit, donc qui apparaît tout d'un coup. Donc je trouve ça quand même très subtil. Et pour terminer aussi dans ce bâtiment, ce que j'ai trouvé génial, bon ça ils m'ont expliqué, je n'aurais pas pu le comprendre tout seul, c'est que dans la dernière salle, tu as des lustres énormes qui doivent peser des tonnes, si tu veux, et ces lustres énormes, en fait, ils ne sont pas attachés donc, à la structure du plafond, mais ils sont attachés aux fermes de la toiture, quoi. Donc à la charpente de la toiture. Donc c'est des câbles, hein, un peu comme chez Tchoumi, là tu vois, au Frénois, il y a cette toiture métallique là qui. Mais ça c'est bien sûr, c'est pas eux, hein, c'est Charles Roux de Fleury, quoi, qui est donc je pense un très très grand architecte, puisqu'il a même anticipé le Frénois de Bernard Tchoumi. fallait oser le dire. On arrive à la séquence de la carte blanche. Eh bien, on va commencer par Sophie. Donc, je vous rappelle, il faut être bref, tonique, comme vous savez l'être. Voilà. Alors, tu nous emmènes dans l'univers de la maquette. Exactement. Donc, moi, je voulais présenter Brutalis qui t'a donné l'idée de venir sur la maquette. Exactement, tout à fait. Donc, les ouvrages théoriques, il y en a quand même pas tant que ça dans les librairies d'architecture. Donc, je trouvais intéressant de montrer celui-là. Donc, un livre sur la maquette, c'est une somme, c'est un ouvrage qui est à l'œuvre depuis plusieurs années, puisque on se souvient bien que Marie-Ange Breyer était directrice du FRAC Centre Val-de-Loire et qu'elle a constitué une collection d'architecture absolument incroyable. Donc là, elle aborde la maquette, évidemment pas comme objet miniature représentant un projet d'architecture, mais vraiment la maquette comme objet d'expérimentation, comme forme une recherche formelle sur la forme. Et donc, elle s'intéresse plus à la maquette comme un langage proche de la création artistique. Et
et donc, elle a fait le choix volontaire de ne pas présenter quelquefois des pièces qui sont très connues, mais il y a vraiment un régal dans certains chapitres où elle va vraiment développer tout le travail d'un architecte comme Kissler, où là on a des architectes grandeur nature, des maquettes grandeur nature dans lesquelles qu'on peut investir physiquement. Elle revient aussi par exemple sur les très belles maquettes de Gaudi, qui utilisait les maquettes pour étudier ces systèmes constructifs. Donc, c'est des maquettes qui fonctionnent à l'envers avec des câbles et des poids qui sont suspendus. Donc, voilà, c'est comment dire, c'est un voyage sur le sujet de la maquette comme élément d'expérimentation qui va jusqu'à l'ère numérique, donc extrêmement bien documenté, et en plus qui fonctionne hyper bien au niveau du graphisme, parce qu'on a vraiment une facilité à être renvoyé, comme c'est très très riche, donc toutes les notes de bas de page, et puis la correspondance entre le texte et l'image est extrêmement claire, bien fait. Donc c'est un régal. L'éditeur, pardon, j'ai oublié, c'est les éditions X, donc bien connu pour oui. qui avait aussi publié Grandscape justement. Il reste dans la famille. Ouais. Hein. Voilà, Richard. Oui, donc moi je voudrais parler d'un ouvrage, ou plutôt de la matinée de presse à laquelle j'ai assisté la semaine dernière, parce que c'est super intéressant. Cet ouvrage il a été écrit par des architectes, des investisseurs, des gens qui travaillent dans l'immobilier, des notaires qu'adore Philippe, et puis donc toutes sortes des ingénieurs, enfin toutes sortes de gens. Et c'est super parce qu'ils reviennent un peu, ils mettent un peu le truc à plat, et puis ils reparlent, donc ils affrontent comme ça cette question, finalement, mais pourquoi on ne transforme pas tous les bureaux en logement? C'est trop facile, quoi. Donc il y a plein de bureaux partout, et puis il y a des gens qui sont à la rue, ils n'ont pas de logement, alors pourquoi on ne le fait pas, quoi? Et en fait, il explique un tout petit peu, voilà, il explique plutôt, voilà. Il explique, et surtout, ils disent que la situation est grave, parce qu'aujourd'hui, il y a 5 millions de mètres carrés de bureaux vacants en Île-de-France, et qu'à l'horizon 2050, il risque d'y en avoir 20 millions, voilà, donc c'est énorme. Et en fait, pourquoi la première contrainte, pourquoi finalement, naturellement, on ne les transforme pas tout de suite en logements? Parce que si tu as des bureaux, toi par exemple, tu les loues, ben, ça te rapporte 10 fois plus qu'un logement, quoi, tu vois. Alors même si ton bureau il est vide, tu te dis, putain, je vais quand même attendre que quelqu'un vienne s'installer chez moi, quoi, parce que quand même le rapport est énorme. Mais bien sûr, tout ça c'est remis en cause parce que quand tu auras 20 millions de mètres carrés de logements vacants, ben la bulle risque d'exploser et tes bureaux, ils risquent de plus rien valoir du tout. Donc il faut se presser. Donc ils ont expliqué tout ça. Donc d'abord cette question-là, est-ce qu'on est prêt à faire le pari, donc voilà, plutôt que de louer des bureaux très chers, eh bien on les loue donc, à des gens qui veulent y habiter. Bon, le fait qu'y habiter, c'est bien parce que les gens ils ont tendance à rester, tandis que les bureaux, c'est beaucoup plus labile. Les gens partent ça change très souvent, ça bouge beaucoup. Alors c'est quand même déjà un avantage. Et ensuite, l'autre chose, c'est que les maires, par exemple, quand ils ont des immeubles de bureaux, hein, comme c'est souvent le cas, il y avait une carte tout à l'heure, si tu veux, c'est souvent le cas, pas à Paris, parce que Paris, c'est sûr que ça peut toujours remonter un jour. Et la Défense, c'est pareil. Mais en Île-de-France, tu as plein de zones, si tu veux, où ça ne remontera jamais, quoi, c'est clair. Et donc, il faut faire quelque chose. Et pourquoi les maires, ils ne le font pas? Parce que tu as les bureaux, d'abord, à la mairie, bon, s'ils sont loués, bien sûr, ça leur apporte des revenus avec les taxes, tandis que le logement, non. Et en plus, les logements, putain, tu dois construire des écoles, tu dois construire des crèches, tu dois construire pour les gens qui y habitent. Quoi, voilà. Et donc, dans cette équipe, donc, il y avait un architecte, je le connais très bien, c'est mon ami, il s'appelle Patrick Rubin. Et donc lui, voilà, comme dans le film, tu vois, quand le type il dit, bon, tu as une bibliothèque, eh bien, non, tu veux de la lumière, bon, tu mets tes bouquins dans des placards. Okay. Et lui, il leur a dit, écoutez, c'est très simple, si on veut convaincre les maires, il faut d'abord qu'il y ait une masse de logements importante, et ensuite, il faut trouver des moyens de construire très peu cher. Et là, on revient à un thème qu'on a déjà abordé ici, hein, c'est l'industrialisation, c'est la construction hors site.
Et donc, il propose de construire hors site des salles de bain et de venir les clipser dans les structures en béton. Ce n'est pas du tout ce qu'on a vu, nous, il y a 15 jours, il y a un mois, ou il y a 2 mois, il y a 6 mois, il y a longtemps, où il fallait faire le bâtiment complètement hors site. Là, non, c'est juste ponctuel. Et surtout, il a participé à un concours dont j'ai rendu compte dans DA. Le pauvre, il a perdu. Mais voilà, il avait cherché, c'était la rénovation, la réhabilitation, la transformation, pour écouter le mot de notre maître. Donc, la transformation de la barre cassant. Et pour la barre cassant, donc, il a laissé la structure en béton. Et puis après, il a pensé comme on fait aujourd'hui. Donc, où sont les entreprises qui peuvent fabriquer ces éléments qui vont rentrer dans la barre et se servir de la Seine avec les quais à proximité pour venir les apporter. Voilà. Bon, très bien. Patrick Rubin est en train de transformer le centre de Rosny-sous-Bois, Bison Futé, en logement. Hein, ça va être assez intéressant à suivre. C'est un programme expérimental. Mais on ne va plus avoir Bison Futé à la radio. Bison Futé, il est mobile. Il sait. Philippe Trétiac, oui. Il nous emmène à Venise. Alors, je suis allé voir quelque chose que vous allez tous aller voir. C'est pas possible de faire autrement puisque tout le monde va aller à Venise pour la Biennale. Il se trouve qu'il y a une galeriste à Paris qui s'appelle Sophie Negroponte, qui a une galerie qui est rue Jean-Jacques Rousseau. Alors, elle ne le savait peut-être pas quand elle a pris la galerie, mais maintenant elle se trouve entre la Bourse du commerce de Pinault, la future Fondation Cartier. Enfin, elle est vraiment, c'est extraordinaire, quelle chance. Et il se trouve qu'elle a décidé d'installer une antenne de sa galerie dans le petit bâtiment qu'on voit au milieu avec les 2 cheminées, qui est ce qu'on appelle une palazzina, qui appartenait à la famille Mazzieri. Et ce qui est absolument fascinant, c'est qu'en fait, ce bâtiment avait été le seul bâtiment intégralement dessiné à l'intérieur, bien sûr, par Carlo Scarpa. Et ils ont tout refait. Il y a deux architectes qui s'appellent Roberta Bartolone et Giulio Mangano qui ont refait tout selon les dessins, les dessins de Scarpa. Et alors l'histoire en elle-même est extraordinaire, puisqu'en fait cette famille Mazzieri avait décidé dans les années 50 d'occuper ce bâtiment en demandant à Frank Lloyd Wright d'en faire un projet. Frank Lloyd Wright a accepté, a fait le projet. Le fils, qui était étudiant en architecture, est parti le voir aux États-Unis, et en partant après le rendez-vous avec Frank Lloyd Wright en Pennsylvanie, il s'est tué en voiture. Et donc les parents ont décidé non plus de faire leur propre logement, mais de transformer ce palais en lieu pour accueillir un certain nombre d'étudiants en architecture. Et c'est pour ça qu'on trouve, ce qu'on voit là en bleu, ce sont les salles de bain. Il y avait au premier, voilà, enfin bon, il y avait 5 ou 6 chambres, je crois, etc. Parce qu'en fait, il se trouve que le projet de Wright, ayant été refusé par la ville de Venise, c'est en 68, finalement, Scarpa qui l'a fait. Et donc, c'est absolument sublime, parce qu'on n'arrête pas d'entendre Moi, j'ai toujours entendu, et vous sans doute aussi, les professeurs, les architectes dire à chaque fois, ça, c'est le détail à la Scarpa. Là, on en a un catalogue, quoi. Il y a les grilles, les lampes, les escaliers, les emmarchements, la manière dont le tube en acier, la colonne en acier est prise dans un cercle en cuivre. Enfin, il y en a à profusion. C'est absolument extraordinaire. Et la photo qu'on a vue au début, on voit une espèce d'entrée très étroite. C'est l'entrée parce que ce palais, il est en triangle comme ça. L'entrée est à gauche avec cette porte qu'on pourrait croire un peu de Prouvé. Hein. Et donc, voilà, on voit le plan. C'est absolument magnifique. Et je pense qu'ils vont voir pendant la Biennale défiler des théories et des théories d'architectes. Ça, c'est sûr. Isabelle, qui nous emmène au Portugal. Nous, on va à Porto. Voilà. À la Fondation Serralves. Alors, laisse-nous deviner. Qui aurait bien pu construire ce bâtiment? La Fondation Serralves, c'est un petit peu le royaume d'Alvaro Siza. Même si, voilà, c'est un musée semi-privé consacré à la création contemporaine qui a ouvert en 1989. Et en 1989, Siza n'avait pas encore commencé à construire. Il y avait un splendide
incroyable, c'est 18 hectares, hein, je crois, un parc donc de 18 hectares avec un jardin à la française dessiné par le paysagiste Jacques Grébert. Et il y avait une splendide villa aussi de style paquebot, une villa incroyable dont les volumes de la façade vraiment répondent au dessin du parc et surtout une villa de couleur rose. D'une sensualité absolument exquise, comme une sorte de prédisposition des lieux au rêve et à la fantaisie. Ah bon? T'es sûr, hein? On avance, on avance. Ok, pardon. À vérifier. C'est pas ce que j'avais trouvé comme info. Bon, bref. En tout cas, le musée ouvre dans cette villa, mais dès 89, on commande un bâtiment à Cisa qui va devenir le vaisseau amiral. Et après Cisa, pourquoi je dis c'est le royaume de Cisa? Parce que après il a fait la maison des jardiniers, il a fait la maison du cinéma, le musée du cinéma de Manuel de Oliveira, il a restauré la villa de la Villa Rose, paquebot. Et donc là, il vient de livrer une nouvelle extension qui est greffée en fait au navire amiral et qui devient l'aile de l'architecture ou la maison de l'architecture, enfin je ne sais plus. Donc le musée devient officiellement en plus d'être un musée d'art contemporain. Bon, il y avait déjà des archives de Cisa, je crois qu'il y avait d'autres archives d'architecture, mais là, ça devient vraiment un centre d'architecture. D'ailleurs, quand j'y suis allée, il y avait une expo consacrée à Sana, je crois. Enfin bon, bref, il y avait 2 expos qui étaient très, très, très belles. Et voilà, et c'est splendide, c'est splendide quand on est vraiment chez Cisa, l'espèce d'architecture de l'introversion qui se découvre un petit peu voilà, c'est un secret pour initier, quoi. Quand il faut passer la porte et puis là les volumes, les angles, c'est jamais la même chose, des ouvertures sur le ciel, sur le paysage, sur l'architecture elle-même, voilà, et puis une sorte de architecture expressionniste, silencieuse, qui vous arrache au tumulte du monde. C'est sûr, sacré voilà. Alvaro. Hein. Voilà, donc ça vaut le coup d'aller voir. C'est pour ceux qui ne connaissent pas du tout, évidemment, d'y aller. Alors, pour ma part, si ça ne vous dérange pas, moi je vais vous emmener au Bangladesh pour vous montrer 2 mosquées très très rapidement. C'est assez intéressant parce que d'un côté on a ce travail sur le béton, la mosquée de Gulshan, fait par Chowdhury, Kashef Chowdhury, qui sera d'ailleurs à la Cité de l'Architecture lundi dans une grande soirée qu'on fait autour du Bangladesh. Donc je vous invite absolument à venir pour écouter cet architecte qui a gagné le prix Aga Khan et autres, qui a fait ce travail pour cette communauté dans ces nouveaux quartiers de Dhaka. Et donc très intéressant, structure en béton, brise-soleil et autres. Et puis, dans un autre quartier, beaucoup plus populaire, le travail de Marina Tabassum, immense architecte qui a réalisé il y a quelques années la mosquée Bait Urrouf, donc pour une petite communauté. Et là, c'est aussi un petit régal. Le plan est absolument exceptionnel. Le cercle dans le carré, il y a les entre-deux qui fabriquent justement des zones de lumière, de respiration et autres. Et voilà comment ce petit bâtiment est tellement bien inséré dans le quartier, dans cette communauté locale. Donc voilà 2 exemples très intéressants. Et je ne les oppose pas, mais c'est intéressant architecturalement. Ils ne correspondent pas parce que ce n'est pas les mêmes programmes, même si évidemment à l'origine c'est une mosquée, mais l'autre il y a déjà encore plus de fidèles qui y viennent. Donc voilà pour ce tour d'horizon rapide et donc je vous remercie à tous pour votre attention, pour votre esprit de concision. On fera encore mieux la prochaine fois, je crois. On fera encore mieux. Mais voilà. En tout cas, la prochaine rendez-vous critique sera autour de la Biennale de Venise. Bien sûr, chaque fois, c'est un grand moment de savoir. On verra ce que veut dire le mot intelligence. Avec Carlo Ratti, on va voir ce que ça veut dire pour lui et comment les pavillons, tous, puisque c'est le jeu, à chaque fois, y répondent ou tordent le cou au thème pour justement exploiter autre chose.
Mais ça sera pour l'autre discussion. Au revoir à toutes et à bientôt.